Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Le fantôme de l'opéra, écrit par Gaston Leroux. C'est notre 9e épisode sur ce roman, l'avant-dernier, puisque ça y est, cette semaine, je suis en mesure de vous le dire, on termine la lecture. Vendredi, on se fera un gros morceau. D'ailleurs, ce soir aussi, on va se faire un gros morceau. Donc ce soir, on aura au programme les chapitres 22, 23, 24. Comme d'habitude, à la rediffusion sur YouTube, dans la barre de lecture de la vidéo, ainsi que dans la description de la vidéo, vous trouverez des timecodes qui vous permettront de passer l'introduction, de passer les pauses et d'aller directement au chapitre qui vous intéresse. Et donc, comme je le disais, vendredi, nous lirons les derniers chapitres, l'épilogue et ainsi de suite. Ça va faire des sacrés lives. Déjà ce soir, ça risque d'être un chouïa plus long que les fois précédentes, mais vendredi, ça risque d'être vraiment plus long. C'était soit ça, soit je faisais 3 lives vraiment beaucoup plus courts. Donc au final, je me suis dit, allez, soyons fous, on finit en apothéose, on finit en grandiose, et puis on se donne un peu plus et on finit en beauté. Euh, donc voilà, ça c'est pour le programme des lives de cette semaine au final, hein. Voilà, vous êtes prévenus. Comme d'habitude, on a aussi le rendez-vous pour ceux qui le désirent de la veillée. Donc tous les dimanches de 21h à minuit minimum, nous discutons sur Discord, nous jouons à des jeux de société et tutti quanti et on s'amuse bien. On fait des tier lists pour dire nos personnages préférés de One Piece. Incroyable. Non, franchement, on s'amuse vraiment bien. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre à l'occasion. Bonsoir à ceux qui me rejoignent en live, bonsoir Sarah Drou, j'espère que tu vas bien. J'en profite pour remercier ceux qui ont follow la chaîne pendant que j'étais en off. Ces deux pseudos très piégeux, alors je vais essayer de ne pas faire de bourde. Merci pour ton follow Dame Putre, et merci pour ton follow LPLDGZE. Merci à tous les deux. Et du coup, oui, comme je le disais, ça sera à peu près tous nos rendez-vous de la semaine. Alors peut-être que vous vous dites déjà, mais quoi, mais comment? Mais du coup, on va terminer le fantôme de l'opéra. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? A priori, mardi, donc dans une semaine. A priori, dans une semaine, vous me retrouverez pour un live de lecture un petit peu spécial dont je vous ai parlé depuis très longtemps, des semaines, des mois. Nous allons tenter l'expérience de faire de la lecture de théâtre avec Macbeth de Shakespeare. A priori, ça devrait être ça. Je vous redirai de toute manière sur les réseaux lundi tout ce qu'il faut, puisque je vous rappelle que j'ai repris cette petite routine de tous les lundis, vous mettre le programme des lives de la semaine sur Instagram, Facebook, Twitter et Discord, même sur Twitch d'ailleurs. Donc voilà, il y a pas mal d'endroits où vous renseigner si vous voulez être au courant de tout ce qui se passe. Voilà, voilà. Oh, tu étais malade, Sarah Drouba. Heureux que tu ailles mieux et heureux de te retrouver parmi nous. Merci beaucoup d'être là. Euh, Aujourd'hui est une journée très particulière pour moi. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a des choses qui ont changé dans le décor. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a des éléments de ci, de là qui sont pas tout à fait comme d'habitude. Et encore, je me suis pas, je me suis pas déter à décorer jusque là-bas. J'ai quand même le bracelet, voilà. J'ai un peu mis tous les souvenirs que je peux avoir avec ce logo, avec ce groupe. Puisque aujourd'hui est une énorme journée pour moi. Attention, je risque de vous être insupportable pour les minutes à venir parce que les gens fanatiques sont insupportables. Je déteste les gens fanatiques et j'essaie de ne pas l'être moi-même. Laissez-moi, laissez-moi mes 5-10 minutes de fanboy. Mon groupe préféré. En vrai, maintenant, avec le temps qui passe, je dis ouais, c'est l'un de mes groupes préférés. Mais en fait, non, c'est mon groupe préféré, c'est mon groupe préféré. Mon groupe préféré depuis que je suis en CM2, c'est-à-dire depuis 17 ans, voire 18. C'est hallucinant. Bref, mon groupe préféré, à savoir Blink 182, Blink 182, s'est reformé. Et je suis trop heureux, je suis trop heureux. Ça a été annoncé aujourd'hui. Tom DeLonge, le guitariste-chanteur, ancien guitariste-chanteur, revient dans la formation. Et je suis juste... je peux même pas vous décrire. Genre vraiment, je suis en mode fanboy de l'absolu, mais j'ai passé ma journée complètement extatique, complètement euphorique.
J'en pouvais plus, j'ai passé ma journée à sourire, j'ai passé ma journée à chanter, à jouer de la guitare, à jouer de la batterie, tous les morceaux de Blink. Je suis tellement trop content, j'ai qu'une envie, c'est d'aller les voir en concert. Je les ai vus en concert une fois et franchement, j'ai souvent dit que c'était le jour, le plus beau jour de ma vie et franchement, bah ouais, je pense que c'est au moins l'un des plus beaux jours de ma vie, si ce n'est le plus beau jour de ma vie à mes yeux. Donc je suis tellement heureux de me dire, putain, je vais re-avoir l'opportunité de les revoir en live. Genre, il y a une nouvelle opportunité de plus beau jour de ma vie, entre guillemets. Ça semblera peut-être complètement exagéré et dérisoire à beaucoup, je peux l'entendre, mais ouais, j'ai vraiment un truc avec ce groupe qui m'anime et leur retour me fait tellement plaisir. Ça faisait quelques jours, j'en ai déjà parlé vendredi, je crois. Ça faisait quelques jours que il y avait des teasings, qu'il y avait des trucs très bizarres sur des sites ou sur des panneaux publicitaires qui laissaient entendre qu'il se passait quelque chose. Et tout le monde a les bons trains de la rumeur du retour de Tom DeLonge, mais il y en a eu tellement des rumeurs dans tous les sens depuis des mois, des années, que j'essayais de pas me hyper et de me dire non, c'est pas forcément ça, enfin voilà. Et puis si ça se trouve, là c'est les 30 ans de Blink, alors du coup je m'étais dit, ouais, si ça se trouve, il va juste revenir faire une tournée pour fêter un album qui a 20 ans, l'album éponyme. Voilà, je me suis dit, si ça se trouve, ça n'a aucun rapport, enfin voilà. Non, l'album éponyme n'a pas 20 ans d'ailleurs, je dis n'importe quoi. Enfin bon bref, en tout cas je me suis dit ils vont aller en tournée pour fêter un album, pour fêter les 30 ans de Blink et tout. Et puis en fait, bah les indices ont grossi, de jour en jour, j'étais de plus en plus hype. Et aujourd'hui il y a eu l'annonce officielle et genre j'y croyais pas du tout, j'étais en mode quoi mais c'est incroyable. Bref, je suis comme un gamin, je suis heureux à n'en plus pouvoir, je suis joasse. Et je suis trop excité, ça fait juste trop plaisir. En plus, il y a un morceau qui sort dès ce vendredi. Donc pareil, je risque de vous saouler vendredi à vous dire que c'est sorti, etc. et que c'est trop cool, et voilà. Mais il y a le premier morceau qui sort vendredi, qui a pour titre Edging. C'est incroyable, je trouve ils ont vraiment mis les petits plats dans les grands parce que sur leur retour, ils ont fait du teasing de malade. Ils ont une nouvelle charte graphique trop cool. Leurs nouveaux t-shirts et tout sont trop sympas. Leurs nouveaux logos sont trop cool. Leurs photos, elles claquent de ouf. Leurs vidéos d'annonce, leurs fausses pubs et tout. Enfin, c'est du Blink à l'ancienne. C'est graveleux. C'est sale, mais c'est tellement drôle. Et non, franchement, je suis trop content. Je suis trop content. Je vous laisserai. Je vous laisserai comprendre ce que veut dire edging par vous-même si vous voulez vous aventurer à ça sur internet. Mais faites attention quand même à sur quoi vous allez tomber. Mais ouais, je suis trop heureux. J'attends le morceau edging avec impatience. En plus, Tom DeLonge, comme à son accoutumée, comme à son habitude, comme à l'accoutumée plutôt, comme à son habitude, comment dire, il est très mirifique dans sa manière de présenter ce qu'il a fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il sort un album, que ce soit avec Blink ou avec qui que ce soit, il est en mode c'est le meilleur album de tous les temps, ça va changer le rock et ainsi de suite. Enfin bon, bref. Là, il a tweeté tout à l'heure. Et si je vous disais que l'album qu'on vient de terminer est le meilleur album de notre carrière? Voilà, c'est Tom DeLonge, il a pas changé. Mais je suis très hypé parce que dans la vidéo teaser, on a 30 secondes, même pas en vrai, de la chanson à venir. Et elle a l'air trop cool. Enfin, vraiment, je suis giga hypé. Et du coup, surtout, cette annonce de Tom DeLonge signifie un truc. C'est que s'il dit on vient de faire le meilleur album de notre carrière, c'est que l'album est terminé, ou quasiment terminé. Donc c'est ça aussi où je trouve ça dingue, c'est que genre ils ont réussi à cacher le truc de fou et à faire une annonce de malade, et ils arrivent en disant ça y est, on a un album, on a une tournée mondiale sur 2 ans, on a, enfin bon bref, c'est un délire, c'est un délire, et du coup de savoir que l'album est déjà terminé, bah, je suis d'autant plus hype parce que je me dis putain si ça se trouve on va avoir du nouveau Blink là bientôt là dans quelques semaines, quelques mois. Enfin, ça me régale à l'infini. Comment enflammer des fans en un seul message? Bah, Sarah, je t'avoue que là, sur Twitter, déjà, Blink, ça fait 7 ans que Tom DeLonge a quitté Blink.
Donc déjà, ça fait pas mal de temps. Et avant ça, ils avaient déjà fait un hiatus. Et moi, j'ai commencé à les connaître justement quand ils s'étaient déjà split en fait. Et donc moi, c'est la deuxième fois que je les vois se reformer, donc enfin ouais, c'est marrant. Et à l'époque, c'était pas aussi développé le délire des réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Donc aujourd'hui, c'était une déferlante, genre sur Twitter, je ne voyais que des messages par rapport à ça, c'était un délire. Sur YouTube, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, il y avait plein de choses, avec des théories dans tous les sens depuis des jours et des jours. Franchement, c'est trop cool parce que c'est bizarre, mais entre guillemets, voilà, t'as l'impression de partager un moment d'excitation et de kiff absolu avec plein de gens que tu connais même pas, et c'est juste trop agréable, c'est juste trop cool, quoi. Donc voilà. J'ai pas mis le t-shirt parce qu'il faisait un peu froid, donc j'ai pris plutôt le pull. Mais, euh, mais non, franchement, je suis à fond Blink là et ça me régale. Ça me régale de fou. Ça me régale de fou et je risque de vous saouler avec ça dans les lives à venir. Je vais essayer de pas trop le faire, je vais essayer de pas trop le faire parce que voilà, c'est pas le propos des lives. Mais bon, en intro, ça m'arrivait parfois, ça m'arrivait même souvent avant, de vous faire des recommandations de divertissement, de culture, de musique, de jeux vidéo, de cinéma ou que sais-je. De toute façon, c'est un moment que je m'octroie pour un petit peu discuter avec vous et tout, donc voilà. Si vous connaissez pas Blink, peut-être que ce sera pas votre cam, c'est tout à fait possible. Mais si vous connaissez pas Blink, essayez au moins un petit peu. Mettez au moins un tout petit peu le doigt dedans. Parce qu'il y a vraiment tellement de choses et tellement de choses bien. Vraiment, ça vaut vraiment le coup. Bref, voilà. C'était ma petite hype. Et décidément, aujourd'hui, c'est un excellent jour pour moi. Puisque, nonobstant l'annonce incroyable de Blink. Ah oui, d'ailleurs, petite parenthèse. Je dis ça pour personne parce que j'imagine qu'il y a très peu de hardcore fans de Blink qui vont passer sur ma vidéo, mais sait-on jamais. Euh, pas de baston sur oh, il y a Tom DeLonge qui revient et du coup Matskiba s'en va enfin, trop bien. Matskiba avait pris la relève, on va dire, de Tom DeLonge pendant quelques années. Ils ont fait 3 albums et personnellement, j'adore Matskiba, j'adore son travail avec Alkaline Trio. J'adore ce qu'ils ont fait avec Blink. Et Matskiba, je l'aime de tout mon cœur également. Mais c'est voilà, je suis très reconnaissant, on va dire, du fait qu'il ait maintenu Blink en vie pendant des années. Et maintenant, voilà, on voit revenir Tom et oh là là, je suis comme un dingue, je suis comme un dingue. Bref, j'arrête parce que je déteste les gens qui fanboyisent et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Mais laissez-moi avoir mon plaisir une fois par décennie. Genre, non mais vraiment, c'est rare qu'un truc me hype autant, donc voilà, j'en parle et j'en profite. Euh, Ah ouais, mais je comprends de fou. Je comprends exactement ce que tu veux dire, ça. Mais c'est ça, quand t'as un gros événement qui relie énormément de gens, c'est ouais. Il y a un engouement de dingo et c'est trop plaisant. Donc oui, je disais, aujourd'hui c'est décidément une bonne journée pour moi puisque en plus de cette annonce, j'ai reçu ce qui normalement devrait être la dernière pièce de mon nouveau PC. Je vous en parle depuis des lives et des lives. Et donc, je vais pouvoir me mettre doucement à monter le PC, installer Windows, enfin, de toute façon, faire toutes les installations qu'il y a besoin de faire. Je vais prendre mon temps, je vous préviens tout de suite. C'est pas demain que vous allez voir un live avec mon nouveau PC, mon nouveau setup. Je vais prendre mon temps parce que je veux vraiment bien tout organiser, bien tout mettre à jour, optimiser, etc. Mais voilà, normalement on touche au but, doucement mais sûrement on touche au but, ce qui fait que je serai a priori en mesure de vous proposer des lives un peu plus lourds dans les temps à venir, dans les temps proches, ce qui veut dire par exemple potentiellement le retour des lives de gaming, notamment sur Sea of Thieves, et peut-être en qualité, même certainement en qualité beaucoup meilleure que les lives de gaming de l'époque. Ça va peut-être aussi me permettre d'autres lives, d'autres projets. Je vous tiendrai au courant de toute manière. Mais voilà, sachez que c'est en route, c'est en route. Donc vraiment, aujourd'hui, j'étais complètement saucé, j'ai eu que des bonnes nouvelles dans tous les sens. Et je suis aux anges. Je suis aux anges. Et on va terminer cette magnifique journée
avec, je l'espère, une magnifique lecture, puisque la fois passée, on s'est quitté sur nos deux personnages du Persan et du vicomte de Chagny, en train d'avoir une sorte de course-poursuite dans les... Je sais même pas si on peut dire dans les catacombes, dans les dessous de l'opéra. Des chapitres très labyrinthiques, autant spatialement parlant que dans l'ambiance qui se dégage du chapitre, je dirais. J'adore vraiment l'ambiance qui se dégage des chapitres qu'on a lus la fois passée. On s'était arrêté, pour rappel, au moment où le persan annonce qu'ils sont tombés dans la chambre des supplices. Donc lui a l'air de savoir ce que c'est. Le vicomte de Chagny, j'imagine que non. Et nous allons le découvrir. Bonsoir Lulu, bienvenue sur le live. À chaque fois je dis Lulu à la place de Lulu, j'espère que tu ne t'en formalises pas. Santé à vous les amis. Et vu que j'ai beaucoup parlé durant cette introduction, vous m'excuserez. Eh bien, je vous propose qu'on se lance, puisqu'on a quand même pas mal de choses à lire ce soir. D'ailleurs, le premier chapitre va durer 17 pages, donc un, ça risque d'être un bon 30-40 minutes, je pense. Donc on attaque fort. Les deux chapitres suivants seront un chouïa plus court, mais quand même, j'estime que le live va durer entre 1h30 et 2 heures. Donc ça va être quand même un peu balèze. Je vous souhaite une bonne écoute, Sarah Drew, Lulu. Enfin après, oui, Sarah, t'avais dit que tu regarderais en rediff parce que t'as pas encore pu regarder les épisodes passés, j'imagine. En tout cas, bonne écoute, Sarah, bonne écoute, Lulu, bonne écoute à tous ceux qui me regarderaient dans l'ombre du chat Twitch. Et bonne écoute également à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Hop, j'ai toujours plus le stream deck qui fonctionne, donc je dois tout faire à la main. On est bon. La scène est installée. Je suis prêt. Nous partons. Et à tout à l'heure. Chapitre 22. Intéressantes et instructives tribulations d'un persan dans les dessous de l'opéra. Récit du persan. Le persan a raconté lui-même comment il avait vainement tenté jusqu'à cette nuit-là de pénétrer dans la demeure du lac par le lac. Comment il avait découvert l'entrée du troisième dessous, et comment, finalement, le vicomte de Chagny et lui se trouvèrent aux prises avec l'infernale imagination du fantôme dans la chambre des supplices. Voici le récit écrit qu'il nous a laissé, dans des conditions qui seront précisées plus tard, et auxquelles je n'ai pas changé un mot. Je le donne tel quel, parce que je n'ai pas cru devoir passer sous silence les aventures personnelles du daroga autour de la maison du lac, avant qu'il n'y tombât de compagnie avec Raoul. Si pendant quelques instants, ce début fort intéressant semble un peu nous éloigner de la chambre des supplices, ce n'est que pour mieux nous y amener tout de suite, après vous avoir expliqué des choses fort intéressantes, fort importantes, et certaines attitudes et manières de faire du persan qui ont pu paraître bien extraordinaires. C'était la première fois que je pénétrais dans la maison du lac, écrit le persan. En vain avais-je prié l'amateur de trappe, c'est ainsi que chez nous, en Perse, on appelait Éric, de m'en ouvrir les mystérieuses portes. Il s'y était toujours refusé. Moi qui étais payé pour connaître beaucoup de ses secrets et de ses trucs, j'avais en vain essayé par ruse de forcer la consigne. Depuis que j'avais retrouvé Éric à l'opéra, où il semblait avoir élu domicile, souvent je l'avais épié, tantôt dans les couloirs du dessus, tantôt dans ceux du dessous, tantôt sur la rive même du lac, alors qu'il se croyait seul, qu'il montait dans la petite barque et qu'il abordait directement au mur d'en face. Mais l'ombre qui l'entourait était toujours trop opaque pour me permettre de voir à quel endroit exact il faisait jouer sa porte dans le mur. La curiosité, et aussi une idée redoutable qui m'était venue en réfléchissant à quelques propos que le monstre m'avait tenus, me poussèrent, un jour que je me croyais seul à mon tour, à me jeter dans la petite barque et à la diriger vers cette partie du mur où j'avais vu disparaître Éric. C'est alors que j'avais eu affaire à la sirène qui gardait les abords de ces lieux, et dont le charme avait failli m'être fatal dans les conditions précises que voici. Je n'avais pas plutôt quitté la rive que le silence parmi lequel je naviguais fut insensiblement troublé par une sorte de souffle chantant qui m'entoura. C'était à la fois une respiration et une musique. Cela montait doucement des eaux du lac, et j'en étais enveloppé sans que je pusse découvrir par quel artifice. Cela me suivait, se déplaçait avec moi, et cela était si suave que cela ne me faisait pas peur.
Au contraire, dans le désir de me rapprocher de la source de cette douce et captivante harmonie, je me penchai, au-dessus de ma petite barque, vers les eaux, car il ne faisait point de doute pour moi que ce chant venait des eaux elles-mêmes. J'étais déjà au milieu du lac, et il n'y avait personne d'autre dans la barque que moi. La voix, car c'était bien maintenant distinctement une voix, était à côté de moi, sur les eaux. Je me penchai encore. Le lac était d'un calme parfait, et le rayon de lune qui, après avoir passé par le soupirail de la rue Scribe, venait l'éclairer, ne me montra absolument rien sur sa surface lisse et noire comme de l'encre. Je me secouai un peu les oreilles dans le dessein de me débarrasser d'un bourdonnement possible, mais je dus me rendre à cette évidence qu'il n'y a point de bourdonnement d'oreilles aussi harmonieux que le souffle chantant qui me suivait, et qui maintenant m'attirait. Si j'avais été un esprit superstitieux ou facilement accessible aux fables, je n'aurais point manqué de penser que j'avais affaire à quelque sirène chargée de troubler le voyageur assez hardi pour voyager sur les eaux de la maison du lac. Mais Dieu merci, je suis d'un pays où l'on aime trop le fantastique pour ne point le connaître à fond, et je l'avais moi-même trop étudié jadis. Avec les trucs les plus simples, quelqu'un qui connaît son métier peut faire travailler la pauvre imagination humaine. Je ne doutais donc point que je me trouvais aux prises avec une nouvelle invention d'Éric. Mais encore une fois, cette invention était si parfaite que, en me penchant au-dessus de la petite barque, j'étais moins poussé par le désir d'en découvrir la supercherie que de jouir de son charme. Et je me penchai, à chavirer. Tout à coup, deux bras monstrueux sortirent du sein des eaux et m'agrippèrent le cou, m'entraînant dans le gouffre avec une force irrésistible. J'étais certainement perdu si je n'avais eu le temps de jeter un cri auquel Éric me reconnut. Car c'était lui, et au lieu de me noyer comme il en avait eu certainement l'intention, il nagea et me déposa doucement sur la rive. « Vois comme tu es imprudent, » me dit-il en se dressant devant moi, tout ruisselant de cette eau d'enfer. « Pourquoi tenter d'entrer dans ma demeure? Je ne t'ai pas invité. Je ne veux ni de toi ni de personne au monde. M'as-tu sauvé la vie que pour me la rendre insupportable? Si grand que soit le service rendu, Éric finira peut-être par l'oublier, et tu sais que rien ne peut retenir Éric, pas même Éric lui-même. » Il parlait, mais maintenant je n'avais d'autre désir que de connaître ce que j'appelais déjà le truc de la sirène. Il voulut bien contenter ma curiosité, car Éric, qui est un vrai monstre, pour moi c'est ainsi que je le juge, ayant eu, hélas, en Perse, l'occasion de le voir à l'œuvre, est encore par certains côtés un véritable enfant présomptueux et vaniteux, et il n'aime rien tant, après avoir étonné son monde, que de prouver toute l'ingéniosité vraiment miraculeuse de son esprit. Il se mit à rire, et me montra une longue tige de roseau. « C'est bête comme chou, » me dit-il, « mais c'est bien commode pour respirer et pour chanter dans l'eau. C'est un truc que j'ai appris aux pirates du Tonkin, qui peuvent ainsi rester cachés des heures entières au fond des rivières. » Un rapport administratif venu du Tonkin, pardon, j'ai mal prononcé, venu du Tonkin, et arrivé à Paris fin juillet 1900, raconte comment le célèbre chef de bande, le De Tam, traqué avec ses pirates par nos soldats, put leur échapper ainsi que tous les siens, grâce au jeu des roseaux. Je lui parlai sévèrement. « C'est un truc qui a failli me tuer, fis-je, et il a été peut-être fatal à d'autres. » Il ne me répondit pas, mais il se leva devant moi avec cet air de menace enfantine que je lui connais bien. Je ne m'en laissai pas imposer. Je lui dis très net. « Tu sais ce que tu m'as promis, Éric. Plus de crimes. » « Est-ce que vraiment, demanda-t-il en prenant un air aimable, j'ai commis des crimes? »« Malheureux, m'écriai-je. Tu as donc oublié les heures roses de Mazanderan? » Mazanderan, désolé si je prononce mal, j'en sais rien. « Oui, répondit-il, triste tout à coup. J'aime mieux les avoir oubliés, mais j'ai bien fait rire la petite sultane. Tout cela, déclarai-je, c'est du passé. Mais il y a le présent. Et tu me dois compte du présent, puisque si je l'avais voulu, il n'existerait pas pour toi. Souviens-toi de cela, Éric. Je t'ai sauvé la vie. » Et je profitai du tour qu'avait pris la conversation pour lui parler d'une chose qui depuis quelque temps me revenait souvent à l'esprit. « Éric, demandai-je. Éric, jure-moi. »« Quoi ? » fit-il. « Tu sais bien que je ne tiens pas mes serments. Les serments sont faits pour attraper les nigauds. »« Dis-moi, tu peux bien me dire ça, à moi. »« Eh bien, le lustre. »« Le lustre, Éric. »« Quoi, le lustre ?
Tu sais bien ce que je veux dire. Ah, ricana-t-il, ça, le lustre. Je veux bien te le dire. Le lustre, ça n'est pas moi. Il était très usé, le lustre. Quand il riait, Eric était plus effrayant encore. Il sauta dans la barque en ricanant d'une façon si sinistre que je ne pus m'empêcher de trembler. Très usé, cher Daroga. Daroga en perse, commandant général de la police du gouvernement. Très usé, le lustre. Il est tombé tout seul. Il a fait boum. Et maintenant, un conseil, Daroga. Va te sécher, si tu ne veux pas attraper un rhume de cerveau. Et ne remonte jamais dans ma barque, et surtout n'essaie pas d'entrer dans ma maison. Je ne suis pas toujours là, Daroga, et j'aurais du chagrin à te dédier ma messe des morts. Ce disant et ricanant, il était debout à l'arrière de sa barque et godillait avec un balancement de singe. Il avait bien l'air alors du fatal rocher, avec ses yeux d'or en plus. Et puis, je ne vis bientôt plus que ses yeux, et enfin, il disparut dans la nuit du lac. C'est à partir de ce jour que je renonçais à pénétrer dans sa demeure par le lac. Évidemment, cette entrée-là était trop bien gardée, surtout depuis qu'il savait que je la connaissais. Mais je pensais bien qu'il devait s'en trouver une autre, car plus d'une fois j'avais vu disparaître Eric dans le troisième dessous, alors que je le surveillais, et sans que je pusse imaginer comment. Je ne saurais trop le répéter, depuis que j'avais retrouvé Eric installé à l'opéra, je vivais dans une perpétuelle terreur de ces horribles fantaisies, non point en ce qui pouvait me concerner, certes, mais je redoutais tout de lui pour les autres. Ici le persan aurait pu avouer que le sort d'Éric l'intéressait également pour lui-même, car il n'ignorait point que si le gouvernement de Téhéran eût appris qu'Éric était encore vivant, c'en était fait de la modeste pension de l'ancien Daroga. Il est juste, du reste, d'ajouter que le persan avait un cœur noble et généreux, et nous ne doutons point que les catastrophes qu'il redoutait pour les autres n'aient occupé fortement son esprit. Sa conduite, du reste, dans toute cette affaire, le prouve suffisamment, et est au-dessus de tout éloge. Et quand il arrivait quelque accident, quelque événement fatal, je ne manquais point de me dire « c'est peut-être Eric », comme d'autres disaient autour de moi « c'est le fantôme ». Que de fois n'ai-je point entendu prononcer cette phrase par des gens qui souriaient. Les malheureux, s'ils avaient su que ce fantôme existait en chair et en os, et était autrement terrible que l'ombre vaine qu'ils évoquaient, je jure bien qu'ils eussent cessé de se moquer. S'ils avaient su seulement ce dont Eric était capable, surtout dans un champ de manœuvre comme l'opéra, et s'ils avaient connu le fin fond de ma pensée redoutable. Pour moi, je ne vivais plus. Bien qu'Éric m'eût annoncé fort solennellement qu'il avait bien changé, et qu'il était devenu le plus vertueux des hommes, depuis qu'il était aimé pour lui-même, phrase qui me laissa sur le coup affreusement perplexe, je ne pouvais m'empêcher de frémir en songeant au monstre. Son horrible, unique et repoussante laideur le mettait au banc de l'humanité, et il m'était apparu bien souvent qu'il ne se croyait plus par cela même aucun devoir vis-à-vis de la race humaine. La façon dont il m'avait parlé de ses amours n'avait fait qu'augmenter mes transes, car je prévoyais dans cet événement, auquel il avait fait allusion sur un ton de hâblerie que je lui connaissais, la cause de drames nouveaux et plus affreux que tout le reste. Je savais jusqu'à quel degré de sublime et de désastreux désespoir pouvait aller la douleur d'Éric, et les propos qu'il m'avait tenus, vaguement annonciateurs de la plus horrible catastrophe, ne cessaient point d'habiter ma pensée redoutable. D'autre part, j'avais découvert le bizarre commerce moral qui s'était établi entre le monstre et Christine Daae. Caché dans la chambre de débarras qui fait suite à la loge de la jeune diva, j'avais assisté à des séances admirables de musique, qui plongeaient évidemment Christine dans une merveilleuse extase, mais tout de même, je n'eusse point pensé que la voix d'Éric, qui était retentissante comme le tonnerre ou douce comme celle des anges à volonté, pût faire oublier sa laideur. Je compris tout quand je découvris que Christine ne l'avait pas encore vue. J'eus l'occasion de pénétrer dans la loge et, me souvenant des leçons qu'autrefois il m'avait données, je n'eus point de peine à trouver le truc qui faisait pivoter le mur qui supportait la glace, et je constatai par quel truchement de briques creuses, de briques porte-voix, il se faisait entendre de Christine comme s'il avait été à ses côtés. Par là aussi je découvris le chemin qui conduit à la fontaine, et au cachot des communards, et aussi la trappe qui devait permettre à Éric de s'introduire directement dans les dessous de la scène. Quelques jours plus tard, quelle ne fut pas ma stupéfaction d'apprendre, de mes propres yeux et de mes propres oreilles, qu'Éric et Christine Daae se voyaient, et de surprendre le monstre, penché sur la petite fontaine qui pleure, dans le chemin des communards, tout au bout, sous la terre, et en train de rafraîchir le front de Christine Daae évanouie. Un cheval blanc, le cheval du prophète, qui avait disparu des écuries des dessous de l'opéra, se tenait tranquillement auprès d'eux. Je me montrai. Ce fut terrible.
je vis des étincelles partir de 2 yeux d'or, et je fus, avant que j'aie pu dire un mot, frappé en plein front d'un coup qui m'étourdit. Quand je revins à moi, Éric, Christine et le cheval blanc avaient disparu. Je ne doutais point que la malheureuse ne fût prisonnière dans la demeure du lac. Sans hésitation, je résolus de retourner sur la rive, malgré le danger certain d'une pareille entreprise. Pendant 24 heures, je guettais, caché près de la berge noire, l'apparition du monstre, car je pensais bien qu'il devait sortir, forcé qu'il était d'aller faire ses provisions. Et à ce propos, je dois dire que, quand il sortait dans Paris ou qu'il osait se montrer en public, il mettait à la place de son horrible trou de nez un nez de carton-pâte garni d'une moustache, ce qui ne lui enlevait point tout à fait son air macabre, puisque lorsqu'il passait, on disait derrière lui « Tiens, voilà le père Trompe-la-Mort qui passe », mais ce qui le rendait à peu près, je dis à peu près, supportable à voir. J'étais donc à le guetter sur la rive du lac à Verne, comme il avait appelé, plusieurs fois devant moi en ricanant son lac. Et fatigué de ma longue patience, je me disais encore, il est passé par une autre porte, celle du 3e dessous. Quand j'entendis un petit clapotis dans le noir, je vis les 2 yeux d'or briller comme des fanaux et bientôt la barque abordée. Éric sautait sur le rivage et venait à moi. « Voilà 24 heures que tu es là, me dit-il. Tu me gênes. Je t'annonce que tout cela finira très mal. Et c'est bien toi qui l'auras voulu, car ma patience est prodigieuse pour toi. Tu crois me suivre, immense niais ? Textuel. Et c'est moi qui te suis, et je sais tout ce que tu sais de moi ici. Je t'ai épargné hier dans mon chemin des communards, mais je te le dis, en vérité, que je ne t'y revois plus. Tout cela est bien imprudent, ma parole, et je me demande si tu sais encore ce que parler veut dire. » Il était si fort en colère que je n'eus garde dans l'instant de l'interrompre. Après avoir soufflé comme un phoque, il précisa son horrible pensée, qui correspondait à ma pensée redoutable. « Oui, il faut savoir une fois pour toutes c'est dit, ce que parler veut dire. Je te dis qu'avec tes imprudences, car tu t'es fait déjà arrêter 2 fois par l'ombre au chapeau de feutre, qui ne savait pas ce que tu faisais dans le dessous, et qui t'a conduite au directeur, lesquels t'ont pris pour un fantasque persan, amateur de trucs de féerie et de coulisses de théâtre. J'étais là, oui, j'étais là dans le bureau. Tu sais bien que je suis partout. Je te dis donc qu'avec tes imprudences, on finira par se demander ce que tu cherches ici, et on finira par savoir que tu cherches Éric, et on voudra, comme toi, chercher Éric, et on découvrira la maison du lac. Alors tant pis, mon vieux, tant pis. Je ne réponds plus de rien. » Il souffla encore comme un phoque. « De rien. Si les secrets d'Éric ne restent pas les secrets d'Éric, tant pis pour beaucoup de ceux de la race humaine. C'est tout ce que j'avais à te dire, et, à moins que tu ne sois un immense niais, textuel, cela devrait te suffire, à moins que tu ne saches ce que parler veut dire. » Il s'était assis sur la partie arrière de sa barque et tapait le bois de la petite embarcation avec ses talons, en attendant ce que j'avais à lui répondre. Je lui dis simplement: « Ce n'est pas Éric que je viens chercher ici. »« Et qui donc ? » ?»« Tu le sais bien, c'est Christine Daae. » Il me répliqua: « J'ai bien le droit de lui donner rendez-vous chez moi ? Je suis aimé pour moi-même. »« Ce n'est pas vrai, fis-je. Tu l'as enlevée, et tu la retiens prisonnière. »« Écoute, me dit-il, me promets-tu de ne plus t'occuper de mes affaires si je te prouve que je suis aimé pour moi-même ? » « Oui, je te le promets, répondis-je sans hésitation, car je pensais bien que pour un tel monstre, telle preuve était impossible à faire. Eh bien voilà, c'est tout à fait simple. Christine Daae sortira d'ici comme il lui plaira, et y reviendra. Oui, il reviendra, parce que cela lui plaira. Il reviendra d'elle-même, parce qu'elle m'aime, pour moi-même. Oh, je doute qu'elle revienne, mais c'est ton devoir de la laisser partir. Mon devoir, immense niais, textuel. C'est ma volonté de la laisser partir, et elle reviendra, car elle m'aime. Tout cela, je te dis, finira par un mariage à la Madeleine, immense niais. Textuel. Me crois-tu à la fin, quand je te dis que ma messe de mariage est déjà écrite ? Tu verras ce qui rit. Il tapota encore ses talons sur le bois de la barque, dans une espèce de rythme qui l'accompagnait à mi-voix en chantant Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Tu verras cette messe. Écoute, conclus-je, je te croirai si je vois Christine Daae sortir de la maison du lac et y revenir librement. Et tu ne t'occuperas plus de mes affaires ? Eh bien, tu verras cela ce soir. Viens au bal masqué. Christine et moi irons y faire un petit tour. Tu iras ensuite te cacher dans la chambre de débarras, et tu verras que Christine, qui aura regagné sa loge,
ne demandera pas mieux que de reprendre le chemin des communards. C'est entendu. Si je voyais cela, en effet, je n'aurais qu'à m'incliner. Car une très belle personne a toujours le droit d'aimer le plus horrible monstre, surtout quand, comme celui-ci, il a la séduction de la musique, et quand cette personne est justement une très distinguée cantatrice. Et maintenant va-t'en, car il faut que je parte pour aller faire mon marché. Je m'en allai donc, toujours inquiet du côté de Christine Daae, mais ayant surtout au fond de moi-même une pensée redoutable, depuis qu'il l'avait réveillée si formidablement à propos de mes imprudences. Je me disais, comment tout cela va-t-il finir? Et, bien que je fusse assez fataliste de tempérament, je ne pouvais me défaire d'une indéfinissable angoisse à cause de l'incroyable responsabilité que j'avais prise un jour, en laissant vivre le monstre qui menaçait aujourd'hui beaucoup de ceux de la race humaine. À mon prodigieux étonnement, les choses se passèrent comme il me l'avait annoncé. Christine Daae sortit de la maison du lac et y revint plusieurs fois sans qu'apparemment il y fût forcé. Mon esprit voulut alors se détacher de cet amoureux mystère, mais il était fort difficile, surtout pour moi, à cause de la redoutable pensée, de ne point songer à Eric. Toutefois, résigné à une extrême prudence, je ne commis point la faute de retourner sur les bords du lac, ni de reprendre le chemin des communards. Mais la hantise de la porte secrète du troisième dessous, me poursuivant, je me rendis plus d'une fois directement dans cet endroit que je savais désert le plus souvent dans la journée. J'y faisais des stations interminables en me tournant les pouces, et caché par un décor du roi de Lahore qu'on avait laissé là, je ne sais pas pourquoi, car on ne jouait pas souvent le roi de Lahore. Tant de patience devait être récompensée. Un jour, je vis venir à moi sur ses genoux le monstre. J'étais certain qu'il ne me voyait pas. Il passa entre le décor qui se trouvait là et important, alla jusqu'à la muraille et agit à un endroit que je précisai de loin sur un ressort qui fit basculer une pierre, lui ouvrant un passage. Il disparut par ce passage et la pierre se referma derrière lui. J'avais le secret du monstre, secret qui pouvait, à mon heure, me livrer la demeure du lac. Pour m'en assurer, j'attendis au moins une demi-heure et fis à mon tour jouer le ressort. Tout se passa comme pour Eric. Mais je n'eus garde de pénétrer moi-même dans le trou, sachant Eric chez lui. D'autre part, l'idée que je pouvais être surpris ici par Eric me rappela soudain la mort de Joseph Bucket, et ne voulant point compromettre une pareille découverte qui pouvait être utile à beaucoup de monde, à beaucoup de ceux de la race humaine, je quittai les dessous du théâtre, après avoir soigneusement remis la pierre en place, suivant un système qui n'avait point varié depuis la Perse. Vous pensez bien que j'étais toujours très intéressé par l'intrigue d'Eric et de Christine Daae. Non point que j'obéisse en la circonstance à une maladive curiosité, mais bien à cause, comme je l'ai déjà dit, de cette pensée redoutable qui ne me quittait pas. Si, pensais-je, Eric découvre qu'il n'est pas aimé pour lui-même, nous pouvons nous attendre à tout. Et, ne cessant d'errer prudemment dans l'opéra, j'appris bientôt la vérité sur les tristes amours du monstre. Il occupait l'esprit de Christine par la terreur, mais le cœur de la douce enfant appartenait tout entier au vicomte Raoul de Chagny. Pendant que ceux-ci jouaient tous deux, comme deux innocents fiancés dans les dessus de l'opéra, fuyant le monstre, ils ne se doutaient pas que quelqu'un veillait sur eux. J'étais décidé à tout, à tuer le monstre s'il le fallait, et à donner des explications ensuite à la justice. Mais Eric ne se montra pas, et je n'en étais pas plus rassuré pour cela. Il faut que je dise tout mon calcul. Je croyais que le monstre, chassé de sa demeure par la jalousie, me permettrait ainsi de pénétrer sans péril dans la maison du lac, par le passage du troisième dessous. J'avais tout intérêt pour tout le monde à savoir exactement ce qu'il pouvait bien y avoir là-dedans. Un jour, fatigué d'attendre une occasion, je fis jouer la pierre et aussitôt j'entendis une musique formidable. Le monstre travaillait, toutes portes ouvertes chez lui, à son don Juan triomphant. Je savais que c'était là l'œuvre de sa vie. Je n'avais garde de bouger, et je restai prudemment dans mon trou obscur. Il s'arrêta un moment de jouer, et se prit à marcher à travers sa demeure comme un fou. Et il dit tout haut d'une voix retentissante. Il faut que tout cela soit fini avant. Bien fini. Cette parole n'était pas encore pour me rassurer, et comme la musique reprenait, je fermai la pierre tout doucement. Or, malgré cette pierre fermée, j'entendais encore un vague chant lointain, lointain, qui montait du fond de la terre, comme j'avais entendu le chant de la sirène monter du fond des eaux. Et je me rappelai les paroles de quelques machinistes dont on avait souri au moment de la mort de Joseph Bucket. Il y avait autour du corps du pendu comme un bruit qui ressemblait au chant des morts. Le jour de l'enlèvement de Christine Daae, je n'arrivai au théâtre qu'assez tard dans la soirée et tremblant d'apprendre de mauvaises nouvelles.
J'avais passé une journée atroce, car je n'avais cessé, depuis la lecture d'un journal du matin annonçant le mariage de Christine et du vicomte de Chagny, de me demander si, après tout, je ne ferais pas mieux de dénoncer le monstre. Mais la raison me revint, et je restai persuadé qu'une telle attitude ne pouvait que précipiter la catastrophe possible. Quand ma voiture me déposa devant l'opéra, je regardai ce monument comme si j'étais étonné, en vérité, de le voir encore debout. Mais je suis, comme tout bon oriental, un peu fataliste, et j'entrai, m'attendant à tout. L'enlèvement de Christine Daae à l'acte de la prison, qui surprit naturellement tout le monde, me trouva préparé. C'était sûr qu'Éric l'avait escamoté, comme le roi des prestidigitateurs qu'il est en vérité. Et je pensais bien que cette fois c'était la fin pour Christine, et peut-être pour tout le monde. Si bien qu'à un moment je me demandais si je n'allais pas conseiller à tous ces gens, qui s'attardaient au théâtre, de se sauver. Mais encore je fus arrêté dans cette pensée de dénonciation, par la certitude où j'étais que l'on me prendrait pour un fou. Enfin, je n'ignorais pas que si, par exemple, je criais pour faire sortir tous ces gens au feu, je pouvais être la cause d'une catastrophe, étouffement dans la fuite, piétinement, lutte sauvage, pire que la catastrophe elle-même. Toutefois, je me résolus à agir sans plus tarder, personnellement. Le moment me semblait du reste propice. J'avais beaucoup de chance pour qu'Éric ne songeât à cette heure qu'à sa captive. Il fallait en profiter, pour pénétrer dans sa demeure par le troisième dessous, et je pensais, pour cette entreprise, à m'adjoindre ce pauvre petit désespéré de vicomte, qui, au premier mot, accepta avec une confiance en moi qui me toucha profondément. J'avais envoyé chercher mes pistolets par mon domestique. Darius nous rejoignit avec la boîte dans la loge de Christine. Je donnai un pistolet au vicomte et lui conseillai d'être prêt à tirer comme moi-même, car après tout, Éric pouvait nous attendre derrière le mur. Nous devions passer par le chemin des communards et par la trappe. Le petit vicomte m'avait demandé, en apercevant mes pistolets, si nous allions nous battre en duel. Certes, et je dis « quel duel ?» mais je n'eus le temps bien entendu de rien lui expliquer. Le petit vicomte est brave, mais tout de même, il ignorait à peu près tout de son adversaire. Et c'était tant mieux. Qu'est-ce qu'un duel avec le plus terrible des bretteurs à côté d'un combat avec le plus génial des prestidigitateurs? Moi-même, je me faisais difficilement à cette pensée que j'allais entrer en lutte avec un homme qui n'est visible au fond que lorsqu'il le veut, et qui en revanche voit tout autour de lui, quand toute chose pour vous reste obscure. Avec un homme dont la science bizarre, la subtilité, l'imagination et l'adresse lui permettent de disposer de toutes les forces naturelles, combinées pour créer à vos yeux ou à vos oreilles l'illusion qui vous perd. Et cela dans les dessous de l'opéra, c'est-à-dire au pays même de la fantasmagorie. Peut-on imaginer cela sans frémir? Peut-on seulement avoir une idée de ce qui pourrait arriver aux yeux et aux oreilles d'un habitant de l'opéra si on avait enfermé dans l'opéra, dans ses 5 dessous et ses 25 dessus, un Robert Houdin féroce et rigolo, tantôt qui se moque et tantôt qui hait, tantôt qui vide les poches et tantôt qui tue? Pensez-vous à cela, combattre l'amateur de trappes? Mon Dieu, en a-t-il fabriqué chez nous, dans tous nos palais, de ces étonnantes trappes pivotantes, qui sont les meilleures des trappes? Combattre l'amateur de trappes au pays des trappes. Si mon espoir était qu'il n'avait point quitté Christine Daae dans cette demeure du lac où il avait dû la transporter une fois encore, évanouie, ma terreur était qu'il fût déjà quelque part autour de nous, préparant le lacet du Pendjab. Nul mieux que lui ne sait lancer le lacet du Pendjab, et il est le prince des étrangleurs comme il est le roi des prestidigitateurs. Quand il avait fini de faire rire la petite sultane, au temps des heures roses de Mazenderan, celle-ci demandait elle-même à ce qu'il s'amusât à la faire frissonner. Et il n'avait rien trouvé de mieux que le jeu du lacet du Pendjab. Éric, qui avait séjourné dans l'Inde, en était revenu avec une adresse incroyable à étrangler. Il se faisait enfermer dans une cour où l'on amenait un guerrier, le plus souvent un condamné à mort, armé d'une longue pique et d'une large épée. Éric, lui, n'avait que son lacet, et c'était toujours dans le moment que le guerrier croyait abattre Éric d'un coup formidable que l'on entendait le lacet siffler. D'un coup de poignet, Éric avait serré le mince lasso au col de son ennemi, et il le traînait aussitôt devant la petite sultane et ses femmes qui regardaient à une fenêtre et applaudissaient. La petite sultane apprit, elle aussi, à lancer le lacet du Pendjab, et tua ainsi plusieurs de ses femmes et même de ses amis en visite. Mais je préfère quitter ce sujet terrible des heures roses de Mazenderan. Si j'en ai parlé, c'est que je dus, étant arrivé avec le vicomte de Chagny dans les dessous de l'opéra, mettre en garde mon compagnon contre une possibilité toujours menaçante autour de nous d'étranglement. Certes, une fois dans les dessous, mes pistolets ne pouvaient plus nous servir à rien,
car j'étais bien sûr que du moment qu'il ne s'était point opposé du premier coup à notre entrée dans le chemin des communards, Éric ne se laisserait plus voir. Mais il pouvait toujours nous étrangler. Je n'eus point le temps d'expliquer tout cela au vicomte, et même je ne sais si, ayant disposé de ce temps, j'en aurais usé pour lui raconter qu'il y avait quelque part dans l'ombre un lacet du Pendjab prêt à siffler. C'était bien inutile de compliquer la situation, et je me bornai à conseiller à monsieur de Chagny de tenir toujours sa main à hauteur de l'œil, le bras replié dans la position du tireur au pistolet qui attend le commandement de feu. Dans cette position, il est impossible, même au plus adroit étrangleur, de lancer utilement le lacet du Pendjab. En même temps que le coup, il vous prend le bras ou la main, et ainsi ce lacet, que l'on peut facilement délacer, devient inoffensif. Après avoir évité le commissaire de police et quelques fermeurs de porte, puis les pompiers, et rencontré pour la première fois le tueur de rats, et passé inaperçu aux yeux de l'homme au chapeau de feutre, le vicomte et moi nous parvînmes sans encombre dans le troisième dessous, entre le portant et le décor du roi de Lahore. Je fis jouer la pierre, et nous sautâmes dans la demeure qu'Éric s'était construite dans la double enveloppe des murs de fondation de l'opéra. Cela le plus tranquillement du monde, puisque Éric a été un des premiers entrepreneurs de maçonnerie de Philippe Garnier, l'architecte de l'opéra, et qu'il avait continué à travailler mystérieusement tout seul quand les travaux étaient officiellement suspendus pendant la guerre, le siège de Paris et la Commune. Je connaissais assez mon Éric pour caresser la présomption d'arriver à découvrir tous les trucs qu'il avait pu se fabriquer pendant tout ce temps-là. Aussi n'étais-je nullement rassuré en sautant dans sa maison. Je savais ce qu'il avait fait de certains palais de Mazenderan. De la plus honnête construction du monde, il avait bientôt fait la maison du diable, où l'on ne pouvait plus prononcer une parole sans qu'elle fût espionnée ou rapportée par l'écho. Que de drames de famille, que de tragédies sanglantes le monstre traînait derrière lui avec ses trappes, sans compter que l'on ne pouvait jamais, dans les palais qu'il avait truqués, savoir exactement où l'on se trouvait. Il avait des inventions étonnantes. Certainement la plus curieuse, la plus horrible et la plus dangereuse de toutes était la chambre des supplices. À moins des cas exceptionnels où la petite sultane s'amusait à faire souffrir le bourgeois, on n'y laissait guère entrer que les condamnés à mort. C'était, à mon avis, la plus atroce imagination des heures roses de Mazenderan. Aussi, quand le visiteur qui était entré dans la chambre des supplices en avait assez, il lui était toujours permis d'en finir avec un lacet du Pendjab qu'on laissait à sa disposition au pied de l'arbre de fer. Or, quel ne fut pas mon émoi, aussitôt après avoir pénétré dans la demeure du monstre, en m'apercevant que la pièce dans laquelle nous venions de sauter, monsieur le vicomte de Chagny et moi, était justement la reconstitution exacte de la chambre des supplices des heures roses de Mazenderan. À nos pieds, je trouvai le lacet du Pendjab que j'avais tant redouté toute la soirée. J'étais convaincu que ce fil avait déjà servi pour Joseph Becket. Le chef machiniste avait dû, comme moi, surprendre certains soirs Éric au moment où il faisait jouer la pierre du troisième dessous. Curieux, il avait à son tour tenté le passage avant que la pierre ne se refermât, et il était tombé dans la chambre des supplices, et il n'en était sorti que pendu. J'imaginais très bien Éric traînant le corps dont il voulait se débarrasser jusqu'au décor du roi de Lahore, et lui suspendant, pour faire un exemple ou pour grossir la terreur superstitieuse qui devait l'aider à garder les abords de la caverne. Mais, après réflexion, Éric revenait chercher le lacet du Pendjab, qui est très singulièrement fait de boyaux de chat, et qui aurait pu exciter la curiosité d'un juge d'instruction. Ainsi s'expliquait la disparition de la corde de pendu. Et voilà que je le découvrais à nos pieds, le lacet, dans la chambre des supplices. Je ne suis point pusillanime, mais une sueur froide m'inonda le visage. La lanterne dont je promenais le petit disque rouge sur les parois de la trop fameuse chambre tremblait dans ma main. Monsieur de Chagny s'en aperçut et me dit « Que se passe-t-il donc, monsieur ?» Je lui fis signe violemment de se taire, car je pouvais avoir encore cette suprême espérance que nous étions dans la chambre des supplices sans que le monstre en sût rien. Et même, cette espérance-là n'était point le salut, car je pouvais encore très bien m'imaginer que, du côté du troisième dessous, la chambre des supplices était chargée de garder la demeure du lac, et cela peut-être automatiquement. Oui, les supplices allaient peut-être commencer automatiquement. Qui aurait pu dire quel geste de nous ils attendaient pour cela? Je recommandai l'immobilité la plus absolue à mon compagnon. Un écrasant silence pesait sur nous. Et ma lanterne rouge continuait à faire le tour de la chambre des supplices. Je la reconnaissais. Je la reconnaissais. Et c'est la fin
du chapitre 22, les amis. Nous marquons une courte pause. Phew! Bon, autant j'ai fait une introduction à rallonge, vous m'excuserez. Autant là je vous régale, non? Une lecture fort longue. Fort longue. Un chapitre très intéressant, je trouve. Encore une fois, Gaston Leroux qui aime utiliser ces procédés de flash forward, comment on dit? De flashback et tutti quanti, qui apprécie de se faire réunir des chapitres, des récits, puisque là, grosso modo, par ce récit futur du persan, on retraverse tous les événements passés pour arriver jusqu'au même présent. Et du coup, ça nous donne un nouvel éclairage sur tous les événements dont on a déjà entendu parler depuis le début du roman. Et en ça, je trouve que Gaston Leroux excelle vraiment parce que il fait beaucoup ça depuis le début du roman, d'avoir des récits de différents personnages, pas forcément qui prennent le rôle de la narration, mais voilà, en tout cas, d'avoir des récits divers et variés qui finissent par se rejoindre pour une même action, pour un même temps, pour une même temporalité. Donc voilà, là, petit à petit, le chapitre 22 est en train de rattacher à la fin du chapitre 21. Donc le chapitre que je vous ai lu la dernière fois. Et du coup, je trouve ça manié d'une main de maître, parce que en réexplorant les mêmes événements, il arrive quand même à nous maintenir, je trouve, très alerte, j'allais dire, mais en tout cas captivé, très captivé. Moi, je trouve que c'est captivant encore toujours, hein. Je me répète, voilà, après 9 lives sur la même œuvre, pardon, je commence à me répéter un chouille, mais je continue à trouver ça très captivant. Et il nous apprend des tas de petits détails supplémentaires. C'est la première fois qu'on en apprend autant sur le fantôme, puisque bah, vraisemblablement le persan est la personne qui le connaît le mieux, en tout cas dans les personnages qu'on a croisés. Donc d'avoir le récit du persan, c'est très intéressant. D'ailleurs, le narrateur nous dit qu'il nous expliquera plus tard le pourquoi du comment ce récit du persan a été écrit. Donc encore une fois, il y a des effets d'annonce et ainsi de suite. Donc ouais, franchement, j'aime beaucoup la manière que je trouve très ingénieuse de Gaston Leroux d'avoir écrit ce roman et ses chapitres, et voilà. Et toutes les infos qu'on apprend sur le fantôme sont hyper intéressantes parce que à la fois ça a l'air d'être un monstre, et pas que physiquement, ça a l'air d'être un monstre parce qu'il a l'air d'avoir fait des actes répréhensibles. Apparemment, on nous parle d'un passé très trouble. Encore une fois, je m'excuse si j'ai mal prononcé les noms propres d'ailleurs, parce qu'il y a les heures roses de Mazenderan. Je ne sais pas si on prononce comme ça. Je ne parle pas le persan. Donc voilà, je sais pas comment ça se prononce. Mais en tout cas, quand on nous fait mention de ce lieu, ça a l'air d'être pour des expériences, ma foi morbides, ma foi cruelles même. Donc très intéressant. Et du coup, ça crée une histoire, enfin, derrière cette figure un petit peu fantasmagorique, un petit peu volatile comme ça, qu'on a du mal à saisir. Là, enfin, il y a un petit peu de concret, un petit peu de dur derrière ce personnage, avec ce passé très violent, a priori, très dur, qui laisse redouter d'autant plus l'épreuve actuelle de la chambre des supplices. Euh, et puis également bah, le fait que je trouve ça intéressant le choix du mot du persan, de dire que c'est le plus grand des prestidigitateurs. Voilà, le roi des trappes, je sais plus comment il dit. Enfin bon, bref. Le mec, en fait, il est vraiment rusé, il est vraiment ingénieux, il est vraiment intelligent, et il se sert de ruse et il se sert de trucs et astuces
pour duper tout le monde et pour grossir comme ça son aura hyper charismatique. Donc, et du coup, pour semer un peu la terreur. Et il semble prêt à tout pour garder ce pouvoir. Donc, le portrait qui nous en est dressé, au final, du fantôme de l'opéra, est presque plus terrible encore que ce à quoi on pouvait s'imaginer, parce que, à la limite, si on s'imagine que c'est un personnage complètement fantastique, on peut se dire, bon, bah, entre guillemets, c'est magique, il est comme ça, voilà, c'est tout, c'est un esprit vengeur ou quoi que qu'est-ce. Là, non, là, ça lui construit un background de vrais méchants et de vrais salauds, entre guillemets. Donc c'est quelque part encore plus effrayant. Quelque part encore plus effrayant. Euh, Ouais, c'est ça. La réalité fait plus peur que la fiction. Donc là, le fait que ça prenne une certaine réalité. Pipapou pipou. Apparemment, vous avez l'air d'avoir bien apprécié le chapitre également, ça fait plaisir. Après, on pouvait s'en douter, on le voit apparaître et disparaître depuis le début, ou du moins on entend ça de lui de beaucoup de gens dans l'opéra. Ah oui, carrément, carrément. Mais en fait, je trouve que ça restait relativement ouvert. Ça restait relativement ouvert. Il y a des moments où c'était un peu moins le cas, mais il y a des moments où c'était... Dans la manière dont c'était écrit par Gaston Leroux, je trouve que c'était très très ambigu et que ça pouvait vraiment prêter à confusion. Donc je trouve que jusqu'à... Il y a très peu de chapitres et à l'exception de quelques passages, je trouve qu'on pouvait vraiment complètement partir dans l'hypothèse de ok, c'est un personnage complètement fictif, c'est un personnage complètement magique, fantastique, et voilà quoi. Donc très intéressant de voir qu'il y a tout cet historique derrière lui. Maintenant, j'ai juste hâte de voir, hop, j'ai juste très très hâte de voir comment ça va se terminer, parce que là, on entre dans un délire. Oui, on était toujours sur la ligne entre fantastique et réel. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, on entre dans un autre délire qui peut être beaucoup plus gore, presque. Parce que si on part du principe que c'est réel et qu'il entre dans la chambre des supplices avec des pièges susceptibles de se déclencher au moindre mouvement, ou bien Eric capable de sortir du nombre pour étrangler tout le monde, on se dit, ok, là on entre dans un autre délire, quoi. Là c'est presque tueur en série, quoi. On entre dans un délire. En fait, le fait que ce soit réaliste, je trouve, c'est d'autant plus dérangeant et d'autant plus dur et violent, quoi. À la limite, voilà, si entre guillemets c'était une figure magique, il aurait fait des morts, mais je sais pas, ça aurait été adouci, quoi, je trouve. Donc ouais, je trouve qu'on entre complètement psychologiquement dans autre chose. Rien que l'appellation Chambre des supplices, je trouve que ça fait froid dans le dos, quoi. Ça peut presque faire penser à certaines histoires historiques, historiques, pour le coup, de notre monde réel, euh, de personnages connus pour être particulièrement, on va dire, brutaux. Par exemple, euh, comment il s'appelle déjà là Von Dracul, là, c'est pas comme ça? Le mec enfin qui a inspiré plus ou moins Dracula. Vous savez, là, le gars avec les pieux, là, le gars qui mettait des gens sur les pieux, qui les trépanait. C'est pas comme ça? Non, c'est pas ça, c'est pas trépaner. Bref, le mec qui mettait des gens sur les pieux, je vais pas faire l'image, vous voyez ce que je veux dire. Punaise, c'est terrible, je me rappelle plus de quel est le mot consacré pour dire mettre des gens sur des pieux. Bref. Mais voilà, on pourrait penser à ce genre de personnage. Ou le personnage qui a inspiré Barbe Bleue. Je sais plus comment il s'appelle ce gars-là. Mais il me semble qu'il y a un personnage qui a inspiré Barbe Bleue. Tepes. Ah bah je pensais peut-être plus à lui, alors ouais. Je saurais plus dire. Je saurais plus dire. Mais oui, voilà, ça peut faire penser comme ça à
bah, quelque part à des psychopathes de la vraie vie, quoi. Donc ça prend une toute autre tournure, je trouve. Et du coup, en effet, on entre beaucoup plus, depuis quelques chapitres, dans le côté policier, puisque voilà, le côté fantastique est en train de fortement s'atténuer, quoi. Mais ça n'en reste pas moins haletant. Bien, j'ai fait une très longue lecture, j'espère que je vais... Enfin, très longue lecture. J'ai fait une longue lecture, j'espère que je vais pas me niquer la voix sur le reste du live. Sachant que, comme je vous le disais, vendredi, ça sera un live encore plus long. Je pense que vendredi, franchement, on en a pour 2h30, pas loin. Euh, le chapitre que je m'apprête à vous lire est la suite directe du récit du persan. A priori. Et spoiler, bouchez-vous les oreilles si vous ne voulez pas vous faire spoiler. Spoiler, le récit du persan va continuer pour encore plusieurs chapitres apparemment. D'accord, merci d'être passé Sarah, c'est très gentil. Et puis je te souhaite une excellente soirée, une excellente nuit. Et je te souhaite bien entendu une bonne écoute quand tu regarderas en rediffusion. On va se lancer sur le chapitre 23, puis sur le chapitre 24. Je ferai une pause entre les deux. Là on est sur deux chapitres de moins de 10 pages, ça devrait être un petit peu plus facile pour moi. Ah, mauvaise manipulation, voilà, vu que j'ai le Stream Deck qui fonctionne plus, c'est terrible. Hop, j'espère que je vous ai pas bourriné les oreilles. J'ai lancé ma pub sans faire exprès. On va pouvoir partir. Hop, une fois que j'aurai vérifié que tout est bueno. Ok, la scène est bonne, on est bon. Bonne écoute si vous me regardez en live Twitch ou en rediffusion YouTube. Et encore une fois, à tout à l'heure pour la dernière pause de ce soir. Chapitre 23. Dans la chambre des supplices. Suite du récit du persan. Nous étions au centre d'une petite salle de forme parfaitement hexagonale, dont les 6 pans de mur étaient intérieurement garnis de glace, du haut en bas. Dans les coins, on distinguait très bien les rajoutis de glace, les petits secteurs destinés à tourner sur leur tambour. Oui, oui, je les reconnais, et je reconnais l'arbre de fer dans un coin, au fond de l'un de ces petits secteurs. L'arbre de fer avec sa branche de fer, pour les pendus. J'avais saisi le bras de mon compagnon. Le vicomte de Chagny était tout frémissant, tout prêt à crier à sa fiancée le secours qu'il lui apportait. Je redoutais qu'il ne pût se contenir. Tout à coup, nous entendîmes du bruit à notre gauche. Ce fut d'abord comme une porte qui s'ouvrait et se refermait dans la pièce à côté, puis il y eut un sourd gémissement. Je retins plus fortement encore le bras de M. de Chagny, puis nous entendîmes distinctement ces mots. « C'est à prendre ou à laisser, la messe de mariage ou la messe des morts. » Je reconnus la voix du monstre. Il y eut encore un gémissement, à la suite de quoi un long silence. J'étais persuadé maintenant que le monstre ignorait notre présence dans sa demeure, car s'il en eût été autrement, il se serait bien arrangé pour que nous ne l'entendions point. Il lui eût suffi pour cela de fermer hermétiquement la petite fenêtre invisible par laquelle les amateurs de supplices regardent dans la chambre des supplices. Et puis, j'étais sûr que s'il avait connu notre présence, les supplices eussent commencé tout de suite. Nous avions donc dès lors un gros avantage sur Éric. Nous étions à ses côtés, et il n'en savait rien. L'important était de ne lui point faire savoir, et je ne redoutais rien tant que l'impulsion du vicomte de Chagny, qui voulait se ruer à travers les murs pour rejoindre Christine Daae, dont nous croyions entendre par intervalles le gémissement. « La messe des morts, ce n'est point gai, » reprit la voix d'Éric. « Tandis que la messe de mariage, parlez-moi de cela, c'est magnifique. Il faut prendre une résolution, et savoir ce que l'on veut. Moi, il m'est impossible de continuer à vivre comme ça, au fond de la terre, dans un trou comme une taupe. Don Juan triomphant est terminé. Maintenant, je veux vivre comme tout le monde. Je veux avoir une femme comme tout le monde, et nous irons nous promener le dimanche. J'ai inventé un masque qui me fait la figure de n'importe qui. On ne se retournera même pas. Tu seras la plus heureuse des femmes, et nous chanterons pour nous tout seuls, à en mourir. Tu pleures. Tu as peur de moi. Je ne suis pourtant pas méchant, au fond. Aime-moi et tu verras. Il ne m'a manqué que d'être aimé pour être bon. Si tu m'aimais, je serais doux comme un agneau, et tu ferais de moi ce que tu voudrais. » Bientôt, le gémissement qui accompagnait cette sorte de litanie d'amour grandit, grandit.
Je n'ai jamais rien entendu de plus désespéré, et M. de Chagny et moi reconnûmes que cette effrayante lamentation appartenait à Éric lui-même. Quant à Christine, elle devait quelque part, peut-être de l'autre côté du mur que nous avions devant nous, se tenir muette d'horreur, et n'ayant plus la force de crier, avec le monstre à ses genoux. Cette lamentation était sonore et grondante et râlante comme la plainte d'un océan. Par 3 fois, Éric sortit cette plainte du rocher de sa gorge. « Tu ne m'aimes pas! Tu ne m'aimes pas! Tu ne m'aimes pas !» Et puis il s'adoucit. « Pourquoi pleures-tu? Tu sais bien que tu me fais de la peine. » Un silence. Chaque silence pour nous était un espoir. Nous nous disions, il a peut-être quitté Christine derrière le mur. Nous ne pensions qu'à la possibilité d'avertir Christine Daae de notre présence, sans que le monstre se doutât de rien. Nous ne pouvions sortir maintenant de la chambre des supplices que si Christine nous en ouvrait la porte, et c'est à cette condition première que nous pouvions lui porter secours, car nous ignorions même où la porte pouvait se trouver autour de nous. Tout à coup, le silence d'à côté fut troublé par le bruit d'une sonnerie électrique. Il y eut un bondissement de l'autre côté du mur, et la voix de tonnerre d'Éric. « On sonne! Donnez-vous donc la peine d'entrer !» Un ricanement lugubre. « Qui est-ce qui vient encore nous déranger? Attends-moi un peu ici. Je m'en vais aller dire à la sirène d'ouvrir. » Et des pas s'éloignèrent, une porte se ferma. Je n'eus point le temps de songer à l'horreur nouvelle qui se préparait. J'oubliai que le monstre ne sortait que pour un crime nouveau, peut-être. Je ne compris qu'une chose. Christine seule était derrière le mur. Le vicomte de Chagny l'appelait déjà. « Christine! Christine !» Du moment que nous entendions ce qui se disait dans la pièce à côté, il n'y avait aucune raison pour que mon compagnon ne fût pas entendu à son tour. Et cependant, le vicomte dut répéter plusieurs fois son appel. Enfin, une faible voix parvint jusqu'à nous. « Je rêve, » disait-elle. « Christine! Christine, c'est moi, Raoul !» Silence. « Mais répondez-moi, Christine! Si vous êtes seule, au nom du ciel, répondez-moi !» Avec la voix de Christine, murmura le nom de Raoul. « Oui, oui, c'est moi, ce n'est pas un rêve. Christine, ayez confiance, nous sommes là pour vous sauver. Mais pas une imprudence. Quand vous entendrez le monstre, avertissez-nous. »« Raoul, Raoul !» Elle se fit répéter plusieurs fois qu'elle ne rêvait pas et que Raoul de Chagny avait pu venir jusqu'à elle, conduit par un compagnon dévoué qui connaissait le secret de la demeure d'Éric. Mais aussitôt, à la trop rapide joie que nous lui apportions, succéda une terreur plus grande. Elle voulait que Raoul s'éloignât sur-le-champ. Elle tremblait qu'Éric ne découvrît sa cachette, car en ce cas, il n'eût pas hésité à tuer le jeune homme. Elle nous apprit en quelques mots précipités qu'Éric était déjà tout à fait fou d'amour, et qu'il était décidé à tuer tout le monde et lui-même avec le monde, si elle ne consentait pas à devenir sa femme devant le maire et le curé de la Madeleine. Il lui avait donné jusqu'au lendemain soir 11 heures pour réfléchir. C'était le dernier délai. Il lui faudrait alors choisir, comme il disait, entre la messe de mariage et la messe des morts. Et Éric avait prononcé cette phrase que Christine n'avait pas tout à fait comprise. « Oui ou non? Si c'est non, tout le monde est mort et enterré. » Mais moi, je comprenais tout à fait cette phrase, car elle répondit d'une façon terrible à ma pensée redoutable. « Pourriez-vous nous dire où est Éric » demandai-je. Elle répondit qu'il devait être sorti de la demeure. « Pourriez-vous vous en assurer ?»« Non, je suis attaché. Je ne puis faire un mouvement. » En apprenant cela, M. de Chagny et moi ne pûmes retenir un cri de rage. Notre salut à tous les trois dépendait de la liberté de mouvement de la jeune fille. « Oh, la délivrer! Arriver jusqu'à elle !»« Mais où êtes-vous donc ?» demandait encore Christine. « Il n'y a que 2 portes dans ma chambre. La chambre Louis-Philippe dont je vous ai parlé, Raoul. Une porte par où entre et sort Éric, et une autre qu'il n'a jamais ouverte devant moi, et qu'il m'a défendu de franchir jamais, parce qu'elle est, dit-il, la plus dangereuse des portes, la porte des supplices. »« Christine, nous sommes derrière cette porte-là. »« Vous êtes dans la chambre des supplices ?»« Oui, mais nous ne voyons pas la porte. »« Ah, si je pouvais seulement me traîner jusque-là, je frapperais contre la porte et vous verriez bien l'endroit où est la porte. »« C'est une porte avec une serrure ?» demandai-je. « Oui, avec une serrure. » Je pensai,
Elle s'ouvre de l'autre côté avec une clé, comme toutes les portes. Et de notre côté à nous, elle s'ouvre avec le ressort et le contrepoids, et cela ne va pas être facile à découvrir. Mademoiselle, fis-je, il faut absolument que vous nous ouvriez cette porte. Mais comment? Répondit la voix éplorée de la malheureuse. Nous entendîmes un corps qui se froissait, qui essayait de toute évidence de se libérer des liens qui l'emprisonnaient. Nous ne nous en tirerons qu'avec la ruse, dis-je. Il faut avoir la clé de cette porte. Je sais où elle est, répondit Christine, qui paraissait épuisée par l'effort qu'elle venait de faire. Mais je suis bien attachée. Le misérable! Et il y eut un sanglot. Où est la clé? Demandai-je, en ordonnant à M. de Chagny de se taire et de me laisser conduire l'affaire, car nous n'avions pas un moment à perdre. Dans la chambre, à côté de l'orgue, avec une autre petite clé en bronze à laquelle il m'a défendu de toucher également. Elles sont toutes deux dans un petit sac en cuir qu'il appelle le petit sac de la vie et de la mort. Raoul, Raoul, fuyez! Tout ici est mystérieux et terrible, et Eric va devenir tout à fait fou. Et vous êtes dans la chambre des supplices. Allez-vous-en, par où vous êtes venu? Cette chambre-là doit avoir des raisons pour s'appeler d'un nom pareil. Christine, fit le jeune homme, nous sortirons d'ici ensemble, ou nous mourrons ensemble. Il ne tient qu'à nous de sortir d'ici tous sains et saufs, soufflai-je, mais il faut garder notre sang-froid. Pourquoi vous a-t-il attaché, mademoiselle? Vous ne pouvez pourtant pas vous sauver de chez lui, il le sait bien. J'ai voulu me tuer. Le monstre ce soir, après m'avoir transporté ici évanoui, à demi chloroformé, s'était absenté. Il était, paraît-il, c'est lui qui me l'a dit, chez son banquier. Quand il est revenu, il m'a trouvé la figure en sang. J'avais voulu me tuer. Je m'étais heurté le front contre les murs. Christine, gémit Raoul, et il se prit à sangloter. Alors, il m'a attaché. Je n'ai le droit de mourir que demain soir à 11 heures. Toute cette conversation à travers le mur était beaucoup plus hachée et beaucoup plus prudente que je ne pourrais en donner l'impression en la transcrivant ici. Souvent nous nous arrêtions au milieu d'une phrase parce qu'il nous avait semblé entendre un craquement, un pas, un remuement insolite. Elle nous disait « Non, non, ce n'est pas lui. Il est sorti, il est bien sorti. J'ai reconnu le bruit que fait en se refermant le mur du lac. »« Mademoiselle, déclarai-je, c'est le monstre lui-même qui vous a attaché. C'est lui qui vous détachera. Il ne s'agit que de jouer la comédie qu'il vous faut pour cela. N'oubliez pas qu'il vous aime. » Malheureuse, entendîmes-nous. Comment ferais-je pour l'oublier jamais? Souvenez-vous-en pour lui sourire. Suppliez-le. Dites-lui que ses liens vous blessent. Mais Christine Daae nous fit. Chut! J'entends quelque chose dans le mur du lac. C'est lui. Allez-vous-en. 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 Nous ne nous en irions pas même si nous le voulions, affirmai-je de façon à impressionner la jeune fille. Nous ne pouvons plus partir, et nous sommes dans la chambre des supplices. Silence, souffla encore Christine. Nous nous tûmes tous les trois. Des palourds se traînaient lentement derrière le mur, puis s'arrêtaient et refaisaient à nouveau gémir le parquet. Puis il y eut un soupir formidable suivi d'un cri d'horreur de Christine, et nous entendîmes la voix d'Éric. « Je te demande pardon de te montrer un visage pareil. Je suis dans un bel état, n'est-ce pas? C'est de la faute de l'autre. Pourquoi a-t-il sonné? Est-ce que je demande à ceux qui passent l'heure qu'il est? Il ne demandera plus l'heure à personne. C'est de la faute de la sirène. » Encore un soupir, plus profond, plus formidable, venant du fin fond de l'abîme d'une âme. « Pourquoi as-tu crié, Christine? »« Parce que je souffre, Éric. »« J'ai cru que je t'avais fait peur. »« Éric, desserrez mes liens. Ne suis-je pas votre prisonnière? »« Tu voudras encore mourir. »« Vous m'avez donné jusqu'à demain soir 11 heures, Éric. » Les pas se traînent encore sur le plancher. Après tout, puisque nous devons mourir ensemble, et que je suis aussi pressé que toi, oui, moi aussi j'en ai assez de cette vie-là, tu comprends? Attends, ne bouge pas, je vais te délivrer. Tu n'as qu'un mot à dire, non, et ce sera fini tout de suite, pour tout le monde. Tu as raison, tu as raison. Pourquoi attendre jusqu'à demain soir 11 heures? Ah oui, parce que ça aurait été plus beau. J'ai toujours eu la maladie du décorum, du grandiose. C'est enfantin. Il ne faut songer qu'à soi dans la vie, à sa propre mort. Le reste est du superflu. Tu regardes comme je suis mouillé? Ah, ma chérie, c'est que j'ai eu tort de sortir.
Il fait un temps à ne pas mettre un chien dehors. À part ça, Christine, je crois bien que j'ai des hallucinations. Tu sais, celui qui sonnait tout à l'heure chez la sirène, va-t'en voir au fond du lac s'il sonne. Eh bien, il ressemblait. Là, tourne-toi. Es-tu contente? Te voilà délivrée. Mon Dieu, tes poignets, Christine. Je leur ai fait mal, dis? Cela seul mérite la mort. À propos de mort, il faut que je lui chante sa messe. En entendant ces terribles propos, je ne pus m'empêcher d'avoir un affreux pressentiment. Moi aussi, j'avais sonné une fois à la porte du monstre. Et sans le savoir, certes. J'avais dû mettre en marche quelques courants avertisseurs, et je me souvenais des 2 bras sortis des eaux noires comme de l'encre. Quel était encore le malheureux égaré sur ces rives? La pensée de ce malheureux-là m'empêchait presque de me réjouir du stratagème de Christine, et cependant le vicomte de Chagny murmurait à mon oreille ce mot magique. Délivré. Qui donc? Qui donc était l'autre? Celui pour qui nous entendions en ce moment la messe des morts. Ah, le chant sublime et furieux! Toute la maison du lac en grondait. Toutes les entrailles de la terre en frissonnaient. Nous avions mis nos oreilles contre le mur de glace pour mieux entendre le jeu de Christine Daae, le jeu qu'elle jouait pour notre délivrance, mais nous n'entendions plus rien que le jeu de la messe des morts. Cela était plutôt une messe de damnés. Cela faisait, au fond de la terre, une ronde de démons. Je me rappelle que le Dies Irae, qu'il chanta, nous enveloppa comme d'un orage. Oui, nous avions de la foudre autour de nous, et des éclairs. Certes, je l'avais entendu chanter autrefois. Il allait même jusqu'à faire chanter les gueules de pierre de mes taureaux androcéphales sur les murs du palais de Mazenderan. Mais chanter comme ça, jamais, jamais. Il chantait comme le dieu du tonnerre. Tout à coup, la voix et l'orgue s'arrêtèrent si brusquement que M. de Chagny et moi reculâmes derrière le mur, tant nous fûmes saisis. Et la voix subitement changée, transformée, grinça distinctement toutes ces syllabes métalliques. « Qu'est-ce que tu as fait de mon sac ?» Et c'est la fin du chapitre 23, les amis. Hop, et Misto EL, c'est parti pour un petit ban. Voilà, voilà. Et du coup, pas de soucis, bienvenue sur le live, Lilith. J'espère que tu vas bien. Et Lilith qui nous dit qu'elle avait perdu la vidéo, donc je sais pas s'il y a encore d'autres viewers qui sont parmi nous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un retour parce que bah, j'aimerais que la rediffusion YouTube soit correcte, donc j'aimerais que tout fonctionne, tout simplement. Si je sais qu'il y a un problème, je peux essayer de le régler. Mais a priori, je pense qu'on est bon. Hein. Ouais, non, j'ai regardé le live vite fait chez moi, ça a l'air d'aller. Hein. Je pense que le problème vient de chez toi, Lilith. Hop, on repasse sur ce setup. Et nous marquons une courte pause. Ça n'a pas coupé. Merci, Lulu. Du coup, on se marque une courte pause après ce bref petit chapitre de la suite du récit du persan. C'est très 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 bueno. Franchement, je trouve tous ces passages ultra intéressants. Depuis, depuis le chapitre, enfin depuis le live dernier, je trouve que l'histoire a vraiment eu un basculement. De toute façon, je vous l'ai dit plein de fois, mais je trouve qu'on a vraiment basculé dans un autre style, dans un autre genre, et ça me plaît également beaucoup. Donc vraiment, Gaston Leroux est très doué, et très très doué parce qu'il est capable de faire des choses très variées, je trouve, au sein du même roman. Et là, franchement, rien que la dernière phrase du chapitre, ah ouais, c'est ça. Et la voix subitement changée, transformée, grinça distinctement toutes ces syllabes métalliques. Qu'est-ce que tu as fait de mon sac? Encore une fois, c'est tellement réminiscent pour moi de Barbe Bleue. Et ouais, c'est badant. Ça fait penser, je sais pas moi, dans des séries, encore une fois, ce personnage un petit peu psychopathe, un petit peu brutasse, qui s'apprête à péter un câble parce qu'on n'a pas respecté une de ses règles ou quoi que ce soit, et que du coup, bah, il va juste complètement vriller, quoi. D'ailleurs, là, on est sur des propos durs, hein. Attention,
Je pense que je vais en informer un peu la rediff YouTube. Mais ouais, là on est sur des passages quand même un petit peu lourds, quoi. Parce que le mec, déjà, Eric, le fantôme de l'opéra, tue des gens. Là, il vient certainement d'en tuer un en devenant la sirène. Donc en plus, on voit encore une fois que a priori, il a peut-être même carrément un problème psychologique, quoi. Je dis pas psychopathe gratuitement. Je trouve que on commence à déceler chez lui un problème psychologique réel, quoi. Parce que quand il fait mention de la sirène, il parle de la sirène à la troisième personne. Même quand il parle d'Eric, d'ailleurs, même quand il parle de lui-même, il dit Eric à la troisième personne. Donc voilà, je pense que dans certains comment dire, dans certains des dialogues qu'il a pu avoir avec Christine dans ce chapitre, on se rend compte que vraiment, il est pas net, qu'il est vraiment en train de vriller. Et du coup, bah voilà, du coup, il y a des sujets un peu durs qui sont évoqués dans ce chapitre et dans ces chapitres. Déjà, il tue des gens, il menace a priori de se suicider et j'imagine selon lui de faire un suicide altruiste en se suicidant et en tuant Christine par la même occasion. Et en plus, il y a la menace presque de je sais pas, peut-être est-ce qu'il veut faire exploser l'opéra ou j'en sais rien. Est-ce qu'on est sur une sorte d'acte terroriste ou de tuerie de masse, etc. Bon là j'emploie des mots qui sont plutôt des mots très modernes. Mais franchement, dans les mots qu'on voit, employés par le persan qui redoute, qui a peur, et dans les mots d'Eric, j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui font bader qui vont potentiellement arriver, quoi. J'ai l'impression qu'il y a des trucs qui font très bader. Et je me demande vraiment c'est quoi son plan, parce qu'en fait c'est ça, c'est que il a l'air d'avoir tout calculé, d'avoir tout prévu très précisément. Et, comment dire, dès que ça va aller un peu à l'encontre, il est peut-être un petit peu maniaque d'ailleurs. Dès que ça va aller à l'encontre du plan qu'il avait établi, c'est comme si ça montait d'un cran dans sa colère de plus en plus et dans sa folie. Et que bah voilà, son plan devient de plus en plus fou, devient de plus en plus incontrôlable et il semble petit à petit partir vers des extrémités de plus en plus violentes, de plus en plus inhumaines entre guillemets. Donc ouais non franchement, je trouve que la montée en puissance de la fin du roman est très très réussie et mais à la fois très très badante quoi. Bien, fort bien, je change le titre du live et puis on se lance. J'ai un petit peu. Je sens que je commence à perdre ma voix, voilà. Je sens que je commence à avoir la voix un petit peu fatiguée. En plus, je lis en faisant la voix du persan, vu que c'est le récit du persan. Et la voix du persan, c'est presque ma voix naturelle, mais pas tout à fait. Et puis la voix d'Eric, elle est trop dure à faire. J'arrive plus à faire la voix que j'avais fait la première fois que j'avais fait Eric. Vous savez, quand il s'était mêlé à une tablée là, et qu'il avait sorti deux trois phrases, j'avais fait une voix hyper grave, hyper lente, calme. J'essaie de faire un truc un peu sans rapprochant, mais j'ai du mal à la rechoper. Et du coup, voilà, avec ces personnages-là, plus Shani, plus Dae, je suis un peu en train de jongler pour faire toutes les voix. J'ai un peu du mal, je vais pas vous mytho. Mais intéressant. Et je viens de voir quelque chose de très drôle. Je viens de voir quelque chose de très drôle. Je vous spoil pas, mais il y a un truc très drôle qui arrive dans la page juste après, je trouve. Bien, sur ce, j'ai envie de me lancer parce que vraiment là, je suis trop excité de savoir ce qui va se passer. Le chapitre à venir est très court, donc ça va aller vite. C'est encore une suite du récit du persan, mais ce n'est toujours pas la fin. Donc la fin du récit du persan, ce sera vendredi à 21h, ainsi que la fin du roman, les amis. Hop, on se remet en selle. Et nous voilà partis. Bonne écoute Lilith, bonne écoute Lulu, bonne écoute à tous ceux qui me regardent sur Twitch ou ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à la prochaine
à la prochaine. Ça y est, je suis en outro de live cette fois-ci. Et je vous dis à tout à l'heure pour l'outro. Chapitre 24. Les supplices commencent. Suite du récit du persan. La voix répéta avec fureur. Qu'est-ce que tu as fait de mon sac? Christine Daae ne devait pas trembler plus que nous. C'était pour me prendre mon sac que tu voulais que je te délivre, dis. On entendit des pas précipités, la course de Christine, qui revenait dans la chambre Louis-Philippe, comme pour chercher un abri devant notre mur. Pourquoi fuis-tu? Disait la voix rageuse qui avait suivi. Veux-tu bien me rendre mon sac? Tu ne sais donc pas que c'est le sac de la vie et de la mort? Écoutez-moi, Eric, soupira la jeune femme, puisque désormais il est entendu que nous devons vivre ensemble. Qu'est-ce que ça vous fait? Tout ce qui est à vous m'appartient. Cela a été dit d'une façon si tremblante que cela faisait pitié. La malheureuse devait employer ce qui lui restait d'énergie à surmonter sa terreur. Mais ce n'était point avec d'aussi enfantines supercheries, dites en claquant des dents, qu'on pouvait surprendre le monstre. Vous savez bien qu'il n'y a là-dedans que 2 clés. Qu'est-ce que vous voulez faire? Demanda-t-il. Je voudrais, fit-elle, visiter cette chambre que je ne connais pas et que vous m'avez toujours cachée. C'est une curiosité de femme, ajouta-t-elle, sur un ton qui voulait se faire enjouer et qui ne dut réussir qu'à augmenter la méfiance d'Eric tant il sonnait faux. Je n'aime pas les femmes curieuses, répliqua Eric. Et vous devriez vous méfier depuis l'histoire de Barbe Bleue. Allons, rendez-moi mon sac. Rendez-moi mon sac. Veux-tu laisser la clé, petite curieuse? Et il ricana pendant que Christine poussait un cri de douleur. Eric venait de lui reprendre le sac. C'est à ce moment que le vicomte, ne pouvant plus se retenir, jeta un cri de rage et d'impuissance, que je parvins, bien difficilement, à étouffer sur ses lèvres. Ah, mais fit le monstre. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu n'as pas entendu, Christine? Non, non, répondait la malheureuse. Je n'ai rien entendu. Il me semblait qu'on avait jeté un cri. Un cri? Est-ce que vous devenez fou, Eric? Qui voulez-vous donc qui crie au fond de cette demeure? C'est moi qui ai crié, parce que vous me faisiez mal. Moi, je n'ai rien entendu. Comme tu me dis cela, tu trembles. Te voilà bien ému. Tu mens. On a crié. On a crié. Il y a quelqu'un dans la chambre des supplices. Ah, je comprends maintenant. Il n'y a personne, Eric. Je comprends. Personne. Ton fiancé, peut-être. Eh, je n'ai pas de fiancé. Vous le savez bien. Encore un ricanement mauvais. Du reste, c'est si facile de le savoir. Ma petite Christine, mon amour, on n'a pas besoin d'ouvrir la porte pour voir ce qui se passe dans la chambre des supplices. Veux-tu voir? Veux-tu voir? Tiens, s'il y a quelqu'un, s'il y a vraiment quelqu'un, tu vas voir s'illuminer tout là-haut, près du plafond, la fenêtre invisible. Il suffit d'en tirer le rideau noir et puis d'éteindre ici. Là, c'est fait. Éteignons. Tu n'as pas peur de la nuit, en compagnie de ton petit mari. Alors on entendit la voix agonisante de Christine. Non, j'ai peur. Je vous dis que j'ai peur dans la nuit. Cette chambre ne m'intéresse plus du tout. C'est vous qui me faites tout le temps peur comme à une enfant, avec cette chambre des supplices. Alors j'ai été curieuse, c'est vrai, mais elle ne m'intéresse plus du tout. Du tout. Et ce que je craignais par-dessus tout commença automatiquement. Nous fûmes tout à coup inondés de lumière. Oui, derrière notre mur, ce fut comme un embrasement. Le vicomte de Chagny, qui ne s'y attendait pas, en fut tellement surpris qu'il en chancela. Et la voix de colère éclata à côté. Je te disais qu'il y avait quelqu'un. La vois-tu maintenant, la fenêtre? La fenêtre lumineuse? Tout là-haut. Celui qui est derrière ce mur ne la voit pas, lui. Mais toi, tu vas monter sur l'échelle double. Elle est là pour cela. Tu m'as demandé souvent à quoi elle servait, eh bien te voilà renseigné maintenant. Elle sert à regarder par la fenêtre de la chambre des supplices, petite curieuse. Quel supplice y a-t-il là-dedans? Eric, Eric, dites-moi que vous voulez me faire peur. Dites-le-moi si vous m'aimez, Eric. N'est-ce pas qu'il n'y a pas de supplice? Ce sont des histoires pour les enfants. Allez voir, ma chérie, à la petite fenêtre. Je ne sais si le vicomte à côté de moi entendait maintenant la voix défaillante de la jeune femme, tant il était occupé du spectacle inouï qui venait de surgir à son regard éperdu. Quant à moi, qui avais vu ce spectacle-là déjà trop souvent, par la petite fenêtre des heures roses de Mazenderan, je n'étais occupé que de ce qui se disait à côté,
y cherchant une raison d'agir, une résolution à prendre. Allez voir à la petite fenêtre. Vous me direz après comment il a le nez fait. Nous entendîmes rouler l'échelle que l'on appliqua contre le mur. Montez donc. Non, non, je vais monter. Moi, ma chérie. Eh bien oui, je vais voir, laissez-moi. Ah, ma petite chérie, que vous êtes mignonne. Bien gentil à vous de m'épargner cette peine à mon âge. Vous me direz comment il a le nez fait. Si les gens se doutaient du bonheur qu'il y a à avoir un nez bien à soi, jamais ils ne viendraient se promener dans la chambre des supplices. À ce moment, nous entendîmes distinctement au-dessus de nos têtes ces mots. Mon ami, il n'y a personne. Personne. Vous êtes sûr qu'il n'y a personne? Ma foi, non. Il n'y a personne. Eh bien, tant mieux. Qu'avez-vous, Christine? Eh bien, quoi? Vous n'allez pas vous trouver mal, puisqu'il n'y a personne. Là, descendez. Là, remettez-vous, puisqu'il n'y a personne. Mais comment trouvez-vous le paysage? Oh, très bien. Allons, ça va mieux. N'est-ce pas? Ça va mieux. Tant mieux, ça va mieux. Pas d'émotion. Et quelle drôle de maison, n'est-ce pas, où l'on peut voir des paysages pareils. Oui, on se croirait au musée Grévin. Mais dites donc, Eric, il n'y a pas de supplice là-dedans. Savez-vous que vous m'avez fait une peur? Pourquoi, puisqu'il n'y a personne? C'est vous qui avez fait cette chambre-là, Eric? Savez-vous que c'est très beau? Décidément, vous êtes un grand artiste, Eric. Oui, un grand artiste, dans mon genre. Mais dites-moi, Eric, pourquoi avez-vous appelé cette chambre la chambre des supplices? Oh, c'est bien simple. D'abord, qu'est-ce que vous avez vu? J'ai vu une forêt. Et qu'est-ce qu'il y a dans une forêt? Des arbres. Et qu'est-ce qu'il y a dans un arbre? Des oiseaux. Tu as vu des oiseaux? Non, je n'ai pas vu d'oiseaux. Alors qu'as-tu vu? Cherche. Tu as vu des branches. Et qu'est-ce qu'il y a dans une branche? Dit la voix terrible. Il y a un gibet. Voilà pourquoi j'appelle ma forêt la chambre des supplices. Tu vois, ce n'est qu'une façon de parler. Tout cela est pour rire. Moi, je ne m'exprime jamais comme les autres. Je ne fais rien comme les autres. Mais j'en suis bien fatigué. Bien fatigué. J'en ai assez, vois-tu, d'avoir une forêt dans ma maison et une chambre des supplices, et d'être logé comme un charlatan au fond d'une boîte à double fond. J'en ai assez. J'en ai assez. Je veux avoir un appartement tranquille, avec des portes et des fenêtres ordinaires, et une honnête femme dedans, comme tout le monde. Tu devrais comprendre cela, Christine, et je ne devrais pas avoir besoin de te le répéter à tout bout de champ. Une femme comme tout le monde, une femme que j'aimerais, que je promènerais le dimanche, et que je ferais rire toute la semaine. Ah, tu ne t'ennuierais pas avec moi. J'ai plus d'un tour dans mon sac, sans compter les tours de cartes. Tiens, veux-tu que je te fasse des tours de cartes? Cela nous fera toujours passer quelques minutes, en attendant demain soir 11 heures. Ma petite Christine, tu m'écoutes? Tu ne me repousses plus? Dis, tu m'aimes? Non, tu ne m'aimes pas. Mais ça ne fait rien, tu m'aimeras. Autrefois, tu ne pouvais pas regarder mon masque à cause que tu savais ce qu'il y a derrière. Et maintenant, tu veux bien le regarder, et tu oublies ce qu'il y a derrière, et tu veux bien ne plus me repousser. On s'habitue à tout, quand on veut bien, quand on a la bonne volonté. Que de jeunes gens qui ne s'aimaient pas avant le mariage se sont adorés après. Ah, je ne sais plus ce que je dis. Mais tu t'amuserais bien avec moi. Il n'y en a pas un comme moi, par exemple, ça je le jure devant le bon Dieu qui nous mariera, si tu es raisonnable. Il n'y en a pas un comme moi pour faire le ventriloque. Je suis le premier ventriloque du monde. Tu ris. Tu ne me crois peut-être pas. Écoute. Le misérable, qui était en effet le premier ventriloque du monde, étourdissait la petite, je m'en rendais parfaitement compte, pour détourner son attention de la chambre des supplices. Calcul stupide. Christine ne pensait qu'à nous. Elle répéta à plusieurs reprises, sur le ton le plus doux qu'elle put trouver et de la plus ardente supplication. Éteignez la petite fenêtre. Eric, éteignez donc la petite fenêtre. Car elle pensait bien que cette lumière, soudain apparue à la petite fenêtre, et dont le monstre avait parlé d'une façon si menaçante, avait sa raison terrible d'être. Une seule chose devait momentanément la tranquilliser, c'est qu'elle nous avait vus tous deux, derrière le mur, au centre du magnifique embrasement, debout et bien portant. Mais elle eût été plus rassurée, certes, si la lumière s'était éteinte. L'autre avait déjà commencé à faire le ventriloque. Il disait
Tiens, je soulève un peu mon masque. Oh, un peu seulement. Tu vois mes lèvres? Ce que j'ai de lèvres? Elles ne remuent pas. Ma bouche est fermée, mon espèce de bouche. Et cependant tu entends ma voix. Je parle avec mon ventre. C'est tout naturel. On appelle ça être ventriloque. C'est bien connu. Écoute ma voix. Où veux-tu qu'elle aille? Dans ton oreille gauche, dans ton oreille droite? Dans la table? Dans les petits coffrets d'ébène de la cheminée? Ah, cela t'étonne. Ma voix est dans les petits coffrets de la cheminée. La veux-tu lointaine, la veux-tu prochaine? Retentissante, aiguë, nasillarde? Ma voix se promène partout. Partout. Écoute, ma chérie, dans le petit coffret de droite de la cheminée, et écoute ce qu'elle dit. Faut-il tourner le scorpion? Et maintenant, craque, écoute encore ce qu'elle dit dans le petit coffret de gauche. Faut-il tourner la sauterelle? Et maintenant, craque, la voici dans le petit sac en cuir. Qu'est-ce qu'elle dit? Je suis le petit sac de la vie et de la mort. Et maintenant, craque. La voici dans la gorge de la Carlotta, au fond de la gorge dorée, de la gorge de cristal de la Carlotta, ma parole. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit: c'est moi, monsieur Crapaud, c'est moi qui chante. J'écoute cette voix solitaire, couac, qui chante dans mon couac. Et maintenant, crac. Elle est arrivée sur une chaise de la loge du fantôme, et elle dit: Madame Carlotta chante ce soir à décrocher le lustre. Et maintenant, crac. Ha ha ha. Où est la voix d'Éric? Écoute, Christine, ma chérie, écoute. Elle est derrière la porte de la chambre des supplices. Écoute-moi, c'est moi qui suis dans la chambre des supplices. Et qu'est-ce que je dis? Je dis: malheur à ceux qui ont le bonheur d'avoir un nez, un vrai nez à eux, et qui viennent se promener dans la chambre des supplices. Ha ha ha. Maudite voix du formidable ventriloque. Elle était partout, partout. Elle passait par la petite fenêtre invisible, à travers les murs. Elle courait autour de nous, entre nous. Éric était là. Il nous parlait. Nous fîmes un geste comme pour nous jeter sur lui, mais déjà, plus rapide, plus insaisissable que la voix sonore de l'écho, la voix d'Éric avait rebondi derrière le mur. Bientôt nous ne pûmes plus rien entendre du tout, car voici ce qui se passa. La voix de Christine. Éric, Éric, vous me fatiguez avec votre voix. Taisez-vous, Éric. Ne trouvez-vous pas qu'il fait chaud ici? Oh oui, répond la voix d'Éric. La chaleur devient insupportable. Et encore la voix ralente d'angoisse de Christine. Qu'est-ce que c'est que ça? Le mur est tout chaud. Le mur est brûlant. Je vais vous dire, Christine, ma chérie, c'est à cause de la forêt d'à côté. Eh bien, que voulez-vous dire? La forêt. Vous n'avez donc pas vu que c'était une forêt du Congo? Et le rire du monstre s'éleva si terrible que nous ne distinguions plus les clameurs suppliantes de Christine. Le vicomte de Chagny criait et frappait contre les murs comme un fou. Je ne pouvais plus le retenir, mais on n'entendait que le rire du monstre, et le monstre lui-même ne dut entendre que son rire. Et puis, il y eut le bruit d'une rapide lutte, d'un corps qui tombe sur le plancher et que l'on traîne, et l'éclat d'une porte fermée à toute volée. Et puis, plus rien autour de nous que le silence embrasé de midi, au cœur d'une forêt d'Afrique. Et c'est la fin du chapitre 24, les amis. Ça sera donc également la fin de la lecture de ce soir. Nous passons à l'outro. Trop stylé. Trop stylé. J'adore. Petite précision, parce que voilà, c'est assez insolite pour être noté. Quoique ça arrive assez souvent, mais là c'est la première fois que ça apparaît dans ce roman, donc voilà. J'en fais mention, vu qu'apparemment Gaston Leroux fait vraiment très attention, je pense, à la ponctuation, parce que, comme je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois, il fait une utilisation presque abusive des points de suspension, mais en même temps, c'est fait de manière intelligente, je trouve. Le chapitre 24 que je viens de vous lire se termine par une ligne de points, ce qui, en général, dans un roman, signifie qu'il y a une ellipse, en général, je dirais ça. Donc, je vous rappelle que le chapitre 25, c'est encore la suite du récit du persan. Mais cette fois-ci, ça sera pour vendredi 21h. Est-ce que vendredi, on reprendra donc après une petite ellipse? Je n'en sais rien, nous le découvrirons. En tout cas, sur aujourd'hui, encore une fois, j'ai trouvé
la lecture trop cool. J'ai adoré. J'ai adoré. Et encore une fois, cette espèce de folie qui semble saisir le fantôme de l'opéra, je trouve ça hyper intéressant. D'autant plus que j'ai essayé de faire un peu ressentir ça parce que c'est un peu ce que j'ai l'impression de comprendre dans sa diatribe quand il était lancé dans son discours. J'ai essayé de pas mettre que de la colère et que de l'énervement. J'ai essayé de mettre un peu d'abattement, de larmoiement, de tristesse, parce que il me semble déceler un peu ça aussi chez lui. En fait, je pense que c'est même la moteur de sa colère. Et que, ouais, en fait, il est en mode, comment dire, il a tout à fait conscience, quelque part, d'être monstrueux et de faire quelque chose de monstrueux. Parce que lui-même, il est en mode, j'aurais voulu avoir une autre vie, j'aurais voulu avoir une vie simple, j'en ai marre de mes tours, En fait, il en a marre de sa vie, quoi. Il en a marre de sa vie et il voudrait autre chose, il voudrait une vie simple avec une femme et se promener le dimanche, comme il dit. Donc, ouais, je pense qu'il y a vraiment une tristesse profonde chez ce personnage. Et j'ai essayé de le refaire ressentir un peu. Mais je trouve ça trop intéressant. Trop intéressant. Et maintenant, je me demande juste. Enfin, en fait, j'ai juste envie d'être vendredi, puisque vendredi, ça sera le dernier live qu'on effectuera sur le fantôme de l'opéra. Un live un peu long. Et j'ai vraiment hâte de voir quel sera le dénouement final, parce que je pense qu'il y aura encore pas mal de choses à apprendre sur le fantôme. Et ouais, ça m'interroge vachement de savoir quels étaient ses dessins. Parce qu'encore une fois, il nous parle de plein de choses qu'il a l'air d'avoir planifiées très très concrètement. Et peut-être encore une fois, quels sont des pièges qu'il aurait pu préparer encore en amont ou quoi que ce soit. Et puis même, peut-être encore un peu d'historique sur ce personnage. Peut-être comprendre un peu plus son passé et ses motivations et la manière qu'il a de dévier comme ça vers la folie, je trouve. En tout cas, bonsoir Ptitsa, bienvenue sur le live. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Tu dis ça a l'air captivant. Je te confirme que ça l'est. En tout cas, moi je trouve vraiment que ça l'est énormément. Donc la rediff du live d'aujourd'hui sera en ligne dans 2 jours sur YouTube si ça t'intéresse, petite sab. Je vous rappelle que c'est la règle, hein. C'est la règle que je respecte et que j'essaie de faire tout le temps. Bref, je trouve pas le mot qui me va. Mais à chaque fois, 2 jours après le live sur Twitch, la rediffusion sur YouTube si je le peux. Mais ouais, franchement, je trouve ça vraiment incroyable. Je vais pas épiloguer à l'infini parce que la lecture a été un peu plus longue. J'ai fait la voix d'Eric qui s'énerve, donc je commence à avoir la voix un petit peu cassée, tout ça. J'espère que j'ai pas trop forcé d'ailleurs sur la voix. J'espère que ça n'a pas été déplaisant pour vous. J'espère que. Parce que ce qui est important pour moi, c'est aussi d'essayer de rester un petit peu dans l'ambiance, dans le mood. Et donc j'espère que j'ai pas trop forcé sur le fantôme de l'opéra, sur sa voix, parce que j'ai pas envie qu'il ait l'air ridicule, parce que pour moi il est tout sauf ridicule. Il est en colère, il fait bader, il fait flipper, slash il est potentiellement très très triste et en souffrance en fait. Donc voilà, j'espère que je l'ai pas rendu un peu trop... j'ai pas trop poussé une voix qui rendrait ça un peu trop caricatural. Mais ouais, non franchement je kiffe ce roman, un truc de fou. Encore une fois, je me répète, mais il monte très très haut dans mon panthéon personnel de mes romans favoris. Je pense vraiment que c'est un top 5 ou top 3. Franchement, je trouve ça vraiment cool. Bref, et encore une fois, je trouve des relents d'autres œuvres que j'apprécie. Ça m'a fait un petit peu penser à d'autres choses que j'ai déjà pu vous lire en live. Un petit peu à L'Homme qui rit, vite fait, dans le côté monstrueux, tout ça. Euh, Je sais plus quel personnage j'avais fait comme ça qui s'énerve aussi. Bon, j'en ai fait plusieurs, mais peut-être Frankenstein ou Dracula, je sais plus. Après, bien sûr, il y a la mention à Barbe Bleue qui est faite directement dans le bouquin, donc je suis trop content parce que genre j'en parle juste avant et ça apparaît ensuite dans le texte. Donc c'est vraiment que, a priori, ça a été une inspiration pour Gaston Leroux.
ou si ça n'a pas été une inspiration, ça a été, voilà, ça a été pour lui-même une révélation de se dire ah mais ouais, mais en fait c'est vrai qu'il y a un peu le principe de Barbe Bleue ici. Mais non, franchement, génialissime. Si vous avez l'occasion d'écouter, de lire Le Fantôme de l'Opéra, je vous, euh, je vous y enjoins fortement. Merci Lulu pour tes retours, ça fait plaisir à chaque fois. Sur ce, ça sera la fin du live pour de bon. Je vais pas faire durer plus longtemps. Je vous rappelle que vendredi aura lieu le dernier live de lecture sur Le Fantôme de l'Opéra qui risque de durer 2 à 2h30. Et donc que mardi, on fera une nouvelle expérience où je vais tenter de lire du théâtre en live et j'essaierai de vous lire Macbeth de Shakespeare. N'hésitez vraiment pas à être là mardi parce que ça risque d'être compliqué pour moi et je risque de comment dire, de faire ça sur le tas en votre compagnie. Je risque de vous demander constamment est-ce que là vous trouvez que je sais pas moi, les didascalies, je devrais faire une voix de narrateur ou j'en sais rien. Enfin bref, je vais vous demander des retours. Genre, je vais tenter des choses. Ça va vraiment être une expérimentation. Je vais tenter des choses dans la lecture et je vais vous dire est-ce que vous voulez que je continue à vous dire les noms des personnages ou est-ce que ça vous saoule et ainsi de suite, des trucs comme ça. Donc, il va y avoir vraiment une élaboration en live, une expérimentation pour savoir si je peux faire des lives de lecture de théâtre. Si ça fonctionne, si ça a bien fonctionné mardi, je réitérerai. Et si ça n'a pas fonctionné mardi, eh bien au moins on aura tenté l'expérience, donc ça sera cool. Oui, c'est ça Lulu. Le dernier live sur le Fantôme de l'Opéra, c'est vendredi 21h. Et ce sera un gros live. Ce sera un gros live. Pour finir un peu en beauté. Donc voilà, sachant que vous vous en doutez peut-être ou pas d'ailleurs, je sais pas, mais une représentation de pièce de théâtre, bah c'est joué en une fois quoi. Donc je vais essayer de le faire en une fois. Ça risque peut-être de durer 2 heures, 3 heures, que sais-je, mais on va essayer. On va essayer de lire Macbeth dans son intégralité en une fois mardi. Donc voilà, ce sera vraiment une expérience. Sur ce, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire des retours également sur YouTube, que ce soit par un like, un dislike, un commentaire, un partage de la vidéo, vous abonner, un message en privé, ce que vous voulez. N'hésitez pas à follow sur les différents réseaux sociaux, tutti quanti. Et puis, bah, je vais vous dire merci beaucoup à tous ceux qui sont passés ce soir. Merci Lulu, merci Petite Sab, merci Lilith, merci Sarah Drou. Pas merci au méchant monsieur qui a dit des insultes dans le chat. Pas bien, méchant monsieur. Et puis, on est bon. Ah, au fait, je sais pas si je vous l'ai dit, mais Tom DeLonge retourne dans Blink 182. Genre le mec qui abuse complètement. Je vais retourner dans ma hype de Blink. Blink et de retour. Bref, je suis trop content. Ça a été une super bonne journée qui se termine merveilleusement bien en votre compagnie et je vous en remercie. Je vous dis des bisous, bonne soirée et à vendredi pour la fin de la lecture. Et bye bye.